Ok. Salut Emmanuel. Bien, salut Thomas. Merci de t'être libéré ce soir. Je sais que ça fait un peu bizarre en France de se libérer un mercredi soir. J'espère que tu ne prendras pas mal cette invitation. Très Euh, bien. alors le sujet du jour, c'est sommes-nous trop sur Terre. Dès que je parle un peu d'écologie avec certaines personnes qui ont creusé ou pas le sujet, au bout en général de 3 ou 4 arguments, j'entends assez rapidement la phrase oh non mais de toute façon on est trop sur Terre. Donc comme je sais que tu as énormément creusé le sujet et que peu de personnes l'ont fait, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi. J'ai comme d'habitude prévenu un peu sur les réseaux sociaux qu'on allait discuter du sujet. Il y a eu environ au moins une bonne centaine de questions, donc on va avoir pas mal de questions ce soir à aborder. On va essayer d'aller au plus simple. Je vais rappeler aussi, je le mettrai en lien de la vidéo, que tu as fait un article qui fait référence, qui a été partagé. Tu m'avais dit, je crois, qu'il a été lu plus de 70 000 fois, si je dis pas de bêtises, Oui, quelque tout à chose comme fait. ça. Voilà, donc bon, on va pouvoir on va au moins avoir une bonne heure pour en parler. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire un peu ton parcours? Ouais, alors en deux mots, donc je m'appelle Emmanuel, j'ai 38 ans. Dans la vie, je fais des choses qui n'ont absolument rien à voir. Je suis patron de start-up, mais j'ai une formation scientifique d'ingénieur en sciences humaines et en sciences humaines et sociales, qui est fort utile. Il y a 3 ans, j'ai eu par hasard dans ma vie un peu de temps pour réfléchir et je me suis pris, on va dire, le sujet écologie dans la figure. Et j'ai réalisé à ce moment-là que bah, non, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, hein, et que c'est beaucoup plus compliqué à résoudre que ce qu'on pourrait croire de loin. Et donc depuis ce moment, bah, je passe beaucoup de temps à lire et j'ai choisi d'écrire donc sur un blog que j'appelais Enquête écosophique sur des sujets compliqués qui sont à l'intersection de la science et de la politique. Voilà. Donc j'essaie d'être une sorte de vulgarisateur qui creuse des sujets qui sont pas aussi bien traités qu'ils pourraient l'être ailleurs. Ok. Et pourquoi tu as fait un focus sur la démographie? Alors, c'est pas le sujet le plus sexy vu de loin. Je pense pas que c'est ce qui vous fasse rêver la nuit. Euh, j'ai commencé parce que il y a un certain nombre de gens d'études qui disent que bah, c'est la priorité, la chose la plus importante, pas faire, ne pas faire, que c'est un tabou, etc. Et bah, en tant qu'ingénieur, quand on commence à regarder des équations sur qu'est-ce qui est important dans l'écologie, la population a l'air bah, d'être un facteur important. Du coup, bah, j'ai commencé à creuser ça. Et j'y suis resté parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses à y dire et qui ne sont pas du tout arides, ennuyeuses ou autres, mais en fait que c'est un sujet extrêmement politique qui permet de toucher à plein de choses de manière tout à fait transverse sur l'écologie et plein de questions comme bah, la justice, l'égalité, la conception des politiques publiques, la politique internationale, comment réfléchir à un futur incertain, enfin tout ça. Et je trouvais aussi bah, en même temps que la majorité de ce qu'on dit est à la fois pas très rigoureuse et pousse la politique sous le tapis. Et peut-être que c'est lié. Ok. Donc voilà, du coup, je suis resté sur ce sujet transverse, j'y ai passé plusieurs mois. Ouais, ce qu'il faut au minimum quand on commence à creuser un sujet, c'est le fameux j'ai tout Oui. comprisme. Si vous pensez que vous avez tout compris après 30 pages d'un sujet, c'est qu'en général vous avez rien compris. Donc voilà. Euh, pour revenir un peu là sur les différentes questions que j'ai vues sur les réseaux sociaux, on va d'abord faire un topo de la situation actuelle. On va ensuite parler un peu du futur, soit des projections ou des prévisions, mais on fera bien le distinguo. Euh, Évidemment, on parlera de qui aimait le plus et pourquoi. Et ensuite de l'impact ou enfin voilà de l'empreinte carbone de faire un enfant, comment on le calcule, etc. J'aimerais d'abord revenir sur un point, parce que je sais que tu m'as déjà repris dessus, où j'avais écrit comme phrase, la démographie n'est pas le problème, mais est un problème. Et tu m'as repris sur ce terme. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Oui, alors, plusieurs raisons. Déjà, j'aime pas qu'on parle de problème démographique parce que la population, bah, en soi, c'est un concept mathématique qui pose pas directement un problème. On a assez de vrais problèmes comme le climat, la biodiversité, l'injustice, la pauvreté, enfin des tonnes de choses. La population en soi, c'est juste un compte, c'est un chiffre.
Après, l'autre souci, c'est que quand on dit c'est le problème, on fait une sorte d'essentialisation. C'est un peu comme, on voit passer régulièrement le problème des musulmans. Évidemment, le problème des musulmans, quand on l'utilise dans le débat, c'est toujours avec un certain objectif de diviser, de désigner des boucs émissaires, etc. C'est globalement des tentatives pour simplifier une réalité qui est en fait complexe et multidimensionnelle et en général faire porter la responsabilité, le poids politique sur un angle particulier. Donc, c'est pas forcément inintéressant de dire X est un problème comme slogan politique, mais il faut y faire très attention parce que c'est très facile à instrumentaliser. En général, le problème, c'est les autres. Ouais, et oui, bon, c'est toujours les autres. Le problème, c'est jamais Ouais. toi, évidemment. Et donc, tu veux dire que c'est récupéré, enfin là, j'entends, je lis entre les lignes, c'est récupéré par une. Enfin, tu dis que le problème est récupéré en général par certains politiques. Ah oui. Par quel bord politique? Ah bah, C'est pas une surprise, mais. globalement de droite, hein. Nicolas Sarkozy, par exemple, adore ressortir ce genre d'exemple qui est très populaire parmi son auditorat, je pense, de faire peur sur les femmes africaines qui ont beaucoup d'enfants. Ok. Donc c'est ça qui parle. Tout comme en général la question de l'immigration, des gens qui sont trop et qui du coup vont venir de notre côté, c'est un thème qui est très populaire à l'extrême droite. Le fameux grand remplacement, c'est ça? Voilà, on en parlera peut-être après. C'est On- problématique comme sujet, mais Ouais, j'imagine. Il y a un des points qui revient très souvent et que j'ai vu, alors ça fait aussi partie des détracteurs de la décroissance. À chaque fois qu'on parle climat et démographie, il y a le mot Malthus qui revient. Est-ce que tu peux nous faire un topo sur Malthus? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Et est-ce que, enfin, j'avais vu avec Timothée Paric là en entretien que il n'y a pas vraiment grand-chose sur Malthus et sur la population et la démographie. Mais est-ce que tu peux nous faire un peu un topo dessus? oui. Donc Malthus était un pasteur anglican de la fin du XVIIIe siècle, donc en Angleterre, qui a écrit un livre qui a fait référence, qui était Le principe de la population, enfin, ou les principes de la population. Il est constamment invoqué dans les sujets autour de la démographie. À peu près, allez, on va dire au moins les trois quarts des articles commencent par une référence à Malthus, en général, soit Malthus s'était planté, c'était un vieux réac, etc., ou il y a 200 ans, Malthus avait déjà vu le futur, etc. C'est devenu un terme un peu insultant, donc j'ai essayé de ne pas trop l'utiliser pour ça, mais surtout parce qu'en fait, Malthus n'était pas du tout malthusien au sens actuel. Aujourd'hui, on parle de malthusien principalement pour des raisons écologiques. Malthus n'avait aucune pensée écologique. Malthus, ses principes de population, en fait, c'était une réponse à Condorcet et à Godwin, le créateur de l'Utopia, qui étaient des penseurs progressistes de la fin du XVIIIe, qui plaidaient pour une société plus égalitaire. Et donc, la réponse de Malthus, c'était que la pauvreté est une loi naturelle. C'est-à-dire qu'en raison des rendements agricoles décroissants, s'il y a plus de gens, il y en aura quand même qui mourront de faim. Et donc, Malthus était en fait un conservateur social qui était là, qui a écrit pour justifier l'ordre politique de son temps et qui se fichait entièrement de l'écologie, qui se fichait des limites de ressources non renouvelables, parce qu'en fait, lui, tout ce qui l'intéressait, c'était qui crève de faim ou pas, et qui ne souhaitait d'ailleurs pas limiter la natalité. C'était un pasteur qui s'opposait à la contraception, et donc pour lui, la natalité était un fait naturel. C'était un peu, il voit l'humanité comme des lapins. Ok. Non, C'est-à-dire, les mais. lapins font plein d'enfants, et il y en a qui meurent, et c'est comme ça. C'est la Ok. vie. Non, mais ça, Mais c'est ouais. une description d'un monde malthusien, mais ce monde est malthusien pour des raisons d'abord politiques, Ok, ouais. plutôt qu'une nécessité scientifique. Ouais, c'est assez incroyable quand on prend du recul un peu sur ce que disait Malthus, qui a été Malthus et comment c'est récupéré dans la presse. Et si jamais vous avez le temps enfin, tapez Google Malthus écologie, je suis quasiment sûr que vous allez tomber dans des articles Oui, du Point, des Échos, Valeurs Actuelles, pour ne pas les citer, hein, la presse de qualité. Et évidemment, moi, les sujets, c'est ça tombe Malthus, enfin les oreilles de Malthus sifflent très, très, très souvent. ouais. Euh, Alors, il y a quand même une subtilité sur Malthus, c'est que il a écrit 7 versions de son bouquin pendant 30 ans. Et donc, il a continué à le mettre à jour.
Il a en partie répondu aux critiques. Pour d'autres, sa pensée s'est modifiée. Donc, il n'y a pas qu'un seul Malthus. Donc, Ok. dans mes projets futurs, il y a lire plus de Malthus et voir la différence entre les différentes versions parce que il y a des phrases, par exemple, qui ont sauté. La fameuse phrase sur le banquet du monde où les pauvres n'ont pas leur place. Et donc, celle-là, il l'a mise à une version, il l'a virée juste après. Ok. Je vois déjà qu'il y a des bonnes questions là sur la Chine et l'expérience de la politique de l'enfant unique. Mais Pareil. je la retiens celle-là parce que c'est une bonne question. On va d'abord faire un topo sur la situation actuelle. Attends, moi je sais même pas. Est-ce que tu sais combien on est sur Terre là actuellement? Un peu plus de 8 milliards. Un peu moins de 8 milliards. Pardon. Un peu moins de 8 milliards, ok. Parce que j'ai lu de mémoire que là il y avait. Enfin, c'est pas forcément une accélération, mais en fait on augmentait de 1 milliard tous les 10 ans. Est-ce que tu. C'est ça? Dis-moi si je dis une bêtise. C'est à peu près ça. Alors, on voit régulièrement des calculs là-dessus qui disent la population augmentée de 1 milliard en 12 ans, puis en 10 ans, puis etc. Et donc, ça fait très peur. C'est vrai, mais c'est fallacieux pour une raison un peu plus complexe, c'est qu'en général, on pense en trend. C'est-à-dire que quand on voit ça, on s'imagine la population en train d'exploser. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce que le taux de croissance de la population est en train de baisser. Mhm. Et on a à peu près atteint aujourd'hui le pic de vitesse absolue d'augmentation de la population. Ok, Voilà. ouais, c'est intéressant. Bon, on reparlera après des projections et Ouais. comment c'est calculé, mais ok, je retiens ça parce que c'est vraiment intéressant. Parce que je sais alors on en a parlé en privé. Et je faisais la blague entre parenthèses pendant le Covid. J'étais sûr que les gens n'avaient rien d'autre à faire parce qu'une fois que t'es confiné, t'es chez toi à 7 heures. Bon, le soir, tu t'ennuies, tu fais des enfants. Moi, j'avais ça en logique. Enfin, tu fais des enfants entre parenthèses. Oui, Tu t'actives sur voilà, la procréation. Mais visiblement, il y a eu un baby bust. Alors ça m'a surpris dans les stats. tout à fait. Non, Alors, vas-y. tout à fait, il y a eu un baby bust, alors qui est dans les pays riches. C'est possible il y a des pays pauvres où, au contraire, la crise a causé une interruption des distributions de contraceptifs et où il y a potentiellement un petit baby boom à côté. Mais dans les pays riches, les gens ont fait moins d'enfants. Parce qu'en fait, dans les pays riches, les gens ont autant de contraception qu'ils veulent et le grand déterminant, c'est est-ce qu'ils pensent que c'est le bon moment pour avoir des enfants, que ça sera qui pourront s'en occuper, etc. Et donc, dans ce genre de période d'incertitude, en fait, les gens font moins d'enfants. Alors, c'est pas forcément durable. Hein. Il y a eu, comme pareil, une petite baisse lors de la crise de 2008 qui était revenue. Bon, globalement, la natalité, c'est quelque chose qui évolue de manière très lente. Hein. C'est une inertie gigantesque. À l'inertie, on peut pas juger typiquement là s'il y a une crise économique et sociale, donc 2008-2009, on peut pas forcément s'il y a une baisse de la natalité attribuer ça à un événement, Alors, une on crise. pense que ça vient de cet événement. Par contre, ça n'a pas duré. C'est-à-dire que ça a repris le trend précédent un peu après. D'accord, ok. Qui est sur une baisse. Hein. C'est-à-dire que la France, comme tous les pays riches, globalement, a de moins en moins d'enfants. Ouais, parce on a combien? C'est 1,9 le taux de reproduction? Voilà, alors aujourd'hui, c'est 1,9 enfants par femme en France, ce qui est plutôt élevé par rapport à d'autres pays. Il me semble que l'Allemagne doit être vers 1,3, quelque chose comme ça. Le Japon vers 1,2. Enfin, il y a des pays qui sont beaucoup plus bas. L'Allemagne Euh, 1,3? ouais, je crois. Ouais, c'est dans ces Waouh, eaux-là. ok. Non, c'est fait. C'est. Ok, ok, ok. La France a gardé un certain dynamisme. Plein de D'accord. raisons, hein, notamment les crèches, les allocations, etc. Parce qu'il y a toujours des allocations. Enfin, ça avait fait un boom. Enfin, c'est Freakonomics en Roumanie où ils avaient donné des allocations aux familles qui faisaient des enfants. Et ils avaient vu que plus tard, les gens faisaient des enfants à gogo parce que justement, tu gagnais genre 1 000 euros. Mais en fait, après, tu n'avais pas l'argent pour assumer leur éducation, etc. Et donc, ça avait fait un pic de délinquance 15 ans après. Je sais pas si tu as déjà lu ça comme bouquin d'écho, mais c'est assez intéressant. J'ai lu, il y a un peu de critiques sur les méthodes de ce livre qui sont pas toujours Ouais, parce super qu'il y a des rigoureuses. corrélations un peu pourries, j'imagine, c'est ça? Voilà. Ouais, bon. Donc, Ok, ok. Bon, on en reparlera plus tard. Revenons plutôt sur les projections. ouais. Qu'est-ce qu'on nous annonce? En gros, on est aujourd'hui en 2021 pour 2050. Est-ce qu'on peut savoir déjà à peu près combien on sera? C'est quoi le range? Alors, comment sont faites les projections? Alors déjà, c'est intéressant on va bien dire que c'est des projections. Mhm. On lit tout le temps prévision, il n'y a pas de prévision.
Le boulot des démographes, c'est pas d'être Madame Soleil. D'ailleurs, ça vaut pour plein de prévisions, hein. Ça vaut pour les prévisions du Covid, ça vaut pour le climat, ça vaut pour énormément de cas. Leur boulot, c'est de regarder les tendances et de prolonger ces tendances. Donc, par exemple, un démographe, il va prendre la pyramide des âges, qui est donc la répartition des gens par âge, et il va dire, aujourd'hui, les gens ont tant d'enfants à tel âge, je pense que cette tendance va évoluer de telle manière. Je pense que les gains en espérance de vie vont continuer, etc. Et donc, il projette ça. Forcément, c'est une projection, donc il y a des choses qu'il ne peut pas prévoir. On va reprendre encore l'exemple du Covid. Tout le monde, tous les gens du monde de la santé savaient que on avait des risques importants de pandémie. Néanmoins, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va se lancer, combien ça sera, combien ça va durer, etc. Donc, tu as beau avoir une vague idée du futur, tu peux être incapable, pour un certain nombre de choses, de le mettre en chiffres. Et donc, tu projettes ces tendances et ça te donne donc des populations. Donc, aujourd'hui, les projections de l'ONU, c'est à peu près 10 milliards en 2050 et 11 milliards en 2100. Et 11 milliards en 2100, ok. Voilà. Je vois une bonne question là dans le chat. Est-ce que c'est pris en compte dans les scénarios du GIEC? Alors, les scénarios du GIEC. Donc, aujourd'hui, on a 5 SSP faits par le GIEC. Il y en a qui sont à population croissante, d'autres à population décroissante, etc. C'est lié au scénario, c'est pas étudié spécifiquement. Ok, donc Il y c'est a des pas sujets de... plutôt du groupe 2 ou du groupe 3? Les scénarios, c'est plutôt groupe 3 globalement, mais en gros, le GIEC est en arrivée de ce genre de ce genre de prévision et ils n'ont pas y a pas d'expertise particulière là-dessus. Ok, il n'y a pas de chapitre dédié à la démographie à proprement parler. Il y a des chapitres sur les effets, par exemple, sur la migration ou sur les morts ou sur les naissances. Par contre, il ne me semble pas qu'il y ait de boucle là-dessus D'accord, ouais. C'est je crois pas, hein. groupe 2 ça Donc, donc, ouais. faudrait voir sur le prochain rapport. Ok. J'ai pas vu encore là-dessus. Et donc 10 milliards, donc ouais, ça fait quand même une belle augmentation, donc ça va potentiellement enfin, encore augmenter la pression sur le reste du vivant. Après, encore une fois, Alors, ça j'imagine fait une que... augmentation qui est, je crois, les trois quarts à peu près en Afrique. Ok. Avec, c'est quoi, le Nigeria? Le pays. La plupart des, enfin, tous les pays d'Afrique intertropicale, donc Mhm. l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, donc globalement terminés ou sont sur la fin de leur transition démographique, tout ce qui est au milieu a encore beaucoup d'enfants. D'accord, ok. Donc c'est plutôt vraiment, donc c'est l'Afrique qui va générer ce gros boom là en gros de 2 milliards et La l'Inde, majorité, il y a quelques pays en plus comme l'Irak, oh, le d'accord. Yémen, L'Irak, le Yémen, l'Afghanistan. Le Yémen, Ouais, le Yémen a beaucoup d'enfants. ah ouais, tant qu'on leur envoie pas C'est les pays pauvres, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan. Ok, je suis surpris pour ces pays qui sont en crise totale. Enfin, Alors, c'est assez étonnant, quand tu regardes leurs courbes, Mhm. tu vois pas la crise. D'accord. Tu pourrais penser Ah, crise que de démographie, tu veux dire, pas de ouais, crise non, mais je veux économique, dire, par mais exemple, ouais. sur la natalité, tu pourrais penser que c'est soit une chute, parce que c'est pas le bon moment pour faire des enfants, Mhm. soit une hausse, peut-être, parce que y a plus de contraception. Et en fait, c'est. Voilà, les impacts sont pas énormes sur les courbes. D'accord. L'Irak a un peu remonté, légèrement, sur les 10 dernières années. Et un petit focus sur la Chine, pour rebondir tout à l'heure Ouais. sur la question dans le chat. Est-ce que Alors, où la en est la politique de l'enfant Chine? unique, Ouais, qu'est-ce que ça a donné? T'as du recul là-dessus? un petit peu, si je suis pas démographe, hein. La Chine a une politique nataliste sous Mao dans les années 50. Mhm. Dans les années 60-70, ils se sont rendus compte que ça poserait un problème. Mhm. Donc, il y a eu plein de freins de plein de manières. Et 10 ans plus tard, donc je crois que ça date que de 79 ou 80, il y a eu la politique de l'enfant unique. Alors, elle est arrivée alors que la natalité avait déjà beaucoup baissé. Donc, il y a encore des débats sur quel est l'effet exact. Est-ce qu'il est vraiment important par rapport aux mesures qui avaient été prises avant? Et
Aujourd'hui, la Chine de l'enfant unique, c'est 1,6 enfants par femme. Alors, c'est jamais un enfant unique exactement. Les minorités sont pas comptées dedans. On peut payer une amende, donc les riches sont pas dedans. Pour éviter que les filles finissent abandonnées, quand on a une première fille, on peut avoir un autre enfant. Voilà. Mais donc ça donne 1,6 enfants par femme Ok. depuis bien 20 ou 30 ans. Et 1,6 par qui contre, ce devrait qui est être intéressant... 1,8 au final, c'est ça Comment ça? Enfin, avec les indications que tu viens de donner. Ah non, non, Si, non, c'est sachant un que les truc. riches peuvent payer quand même, etc. C'est compris dedans, ça, c'est ça? Ah, c'est compris dedans, c'est tout D'accord, compris. pardon, ok, ok. C'est tout compris sur l'ensemble de la Chine. Et donc, c'est un excellent exemple d'inertie démographique parce que bah, ça fait 40 ans que c'est en place. Et pourtant, la population chinoise continue à augmenter. Oui, donc, il est Elle où? continue doucement à augmenter parce que bah, tout simplement, les générations d'avant, celles qui avaient 3 ou 4 enfants, bah, elles ont fait un certain nombre d'enfants. Et donc, le temps que D'accord, le ça temps. se, Là, ça c'est se l'inertie. prolonge, D'accord, ok. voilà. Et donc, la démographie, c'est globalement quelque chose qui est long. D'accord, donc Ça a ça. l'inertie du temps d'une vie, en fait. D'accord, donc c'est même pas 30 ans, il y a une inertie encore plus forte que ça, on est d'accord. Ah ben, pour que, par exemple, la population baisse, il faut que les gens des générations nombreuses des années 50-60 meurent. Mhm. Donc, s'ils vivent 70 ans, eh ben, ça va commencer. D'accord. Mais ça, alors ça, c'est. Alors, je fais un rapide parallèle parce que c'est hyper intéressant là ce que tu viens de dire. Donc, on est bien d'accord que toutes les personnes, je vais en parler brièvement, hein, mais les excités là sur LinkedIn et ailleurs, hein, qui me disent, mais de toute façon, on est trop sur Terre. En fait, à partir du moment où l'inertie de la démographie, bah, c'est plus de 50 ans, enfin, c'est quoi votre solution? C'est soit on fait une sorte de Thanos et on supprime la moitié de la population du jour au lendemain. Il n'y a pas de réponse en fait. On en reparlera, mais oui, c'est un des gros dilemmes parce que tant que tu veux pas tuer les gens, voilà. Mais même en interdisant les enfants, hein, imagine, on interdit les enfants en France demain. En 2050, bah, tu as juste 30 ans d'enfants en moins. Donc, tu as encore à la louche les 2 tiers de la population française. D'accord, ok. Ouais, donc bon, ça c'est important et c'est une donnée que j'avais effectivement pas en tête, donc c'est hyper intéressant. Ouais. L'inertie, Mm. l'inertie là-dessus. Ouais. Il parlait ouais, de l'Inde. Alors, est-ce que l'Inde, niveau population, ils ont Alors, déjà l'Inde, dépassé la Chine ou c'est pas encore le cas? je sais plus. Parce qu'on Honnêtement, parle de ça bombes doit pas être très loin. démographiques. Ouais. Là maintenant, on entend un tout petit peu moins la Chine qui serait responsable de l'explosion démographique. Mais j'ai encore lu hier là en commentaire que c'était l'Inde, ce serait la Ouais, bombe P. alors, on a très peur de l'Inde. Il y a notamment cette conception que, alors que la Chine a été responsable, l'Inde n'a rien fait. En fait, c'est absolument pas le cas. Il y a eu un certain nombre de politiques pour la natalité en Inde qui ont été abominables. Il y a eu un certain nombre de stérilisations forcées, de discriminations à l'embauche, qui évidemment ont touché les plus pauvres, les basses castes, etc. en Hmm. priorité. Euh, on en parle un peu moins, peut-être parce que l'Inde est un État fédéral et donc un certain nombre d'États ont pris des mesures différentes et qu'en fait les situations sont très différentes entre les différents États. L'Inde aujourd'hui en fait est à son seuil de renouvellement de la population. 2. C'est 2, c'est ça? Alors c'est 2,2. Alors vous avez dû entendre le seuil de 2,1 qui est le classique. Alors d'où vient ce 2,1? Déjà, il y a 5% de garçons qui naissent en plus des filles. Donc en fait, il vous faut c'est biologique. Il vous faut On- y a- 2,0. Ah oui, ok, ok. Il vous faut, oui, si on vous demande si un bébé est au hasard garçon ou fille, vous pouvez dire garçon. Donc, il vous faut 2,05 enfants pour avoir une fille. Et après, bah, il y a un petit peu de mortalité ou de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, etc. Et donc, on arrive à ce 2,1 dans les pays riches. Hmm. D'ailleurs, en France, on est un chouïa en dessous. L'Inde, c'est un pays qui a un fort déséquilibre entre les sexes, parce que, bah, en raison d'un certain nombre de mesures, eh ben, il y a le même problème qu'en Chine, où les filles ont disparu. Et donc, il y a des générations en Inde où il y a 15 ou 20% de garçons en plus par rapport aux filles. D'accord, ok. Et Wow. par ailleurs, c'est aussi un pays où il y a plus de mortalité infantile encore.
Donc en fait, l'Inde, aujourd'hui, a 2,2 enfants par femme, et c'est à peu près son taux global de renouvellement de la population. Ouais, puis il y a de fortes disparités en Ah, Inde, ce que tu retrouves ah, un peu Il y moins, a, j'imagine, il y a des, en il y a des France ou... disparités énormes. L'Inde, c'est 1,4 milliard de population, c'est beaucoup plus que l'Europe. Il y a des États qui sont plutôt riches et développés, il y a des États plus pauvres. À l'intérieur de l'Inde, il y a des inégalités énormes. Mhm. Et en Inde, il y a une très grosse différence entre les campagnes et les villes. La fécondité en ville, c'est 1,7 enfants par femme. C'est moins qu'en Ok, France. d'accord. Voilà. Donc la population indienne va continuer à augmenter par inertie, Mhm. mais en moyenne, ce n'est pas le cas dans un certain nombre de campagnes pauvres, etc. Mais c'est le cas dans les villes pauvres, parce que le 1,7 inclut les bidonvilles. Mais en moyenne, l'Inde est sur la fin de sa transition démographique. Ok. Je vois dans le chat là qu'on demande concernant la France, est-ce que on va encore baisser notre taux de natalité? C'est quoi les prévisions pour la France? Les projections, tu veux dire? Projection, pardon. C'est Je crois que ça dépend. Il y a pas de. Les gens sont pas sûrs. Il y a un indicateur qui est intéressant, c'est le désir d'enfant. Il y a des enquêtes où on demande aux gens combien ils veulent avoir d'enfants. Aujourd'hui, on n'en fait pas beaucoup, hein, donc il n'y a pas énormément de données, mais aujourd'hui, on est un peu au-dessus. Aujourd'hui, en France, je crois qu'il est à 2,2 ou 2,3. D'accord, C'est-à-dire que les gens ça font existe moins depuis combien de d'enfants temps ça? que ce qu'ils voudraient. Ces enquêtes, Ouais. longtemps. Intéressant, ce serait intéressant de Ouais. voir la tendance, un peu Ouais. ce qui se passe là. Ça baisse, ça a baissé, mais ça reste au-dessus du taux. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est parce que ils peuvent pas, ils se considèrent pas assez stables, pas avoir les moyens, etc. Mhm. Donc je sais pas. Faudrait demander à un vrai démographe ce qu'il en pense. Je pense pas avoir creusé assez pour te Ok. dire où on en Parce va, que je où on sais va en pas France. si, enfin, je te pose la question, c'est presque innocent, mais j'ai autour de moi, alors je sais pas si je suis dans une bulle de confirmation, mais j'entends autour de moi certaines personnes qui ont, allez, entre 25 et 35 ans et qui se posent la question de devoir faire un enfant sur le plan écologique. J'ai même vu hier une vidéo partagée par Laurent Alexandre d'une fille qui disait, bon, elle avait 21 ans et qui souhaitait se faire stériliser pour ne pas avoir d'enfant pour raison écologique. Donc lui, évidemment, il a fait beaucoup de bruit. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut. Hein. C'est pas Laurent Alexandre qui va décider si tu fais des enfants ou pas. Mais je sais Mm. pas, je sais pas ce que toi tu en penses. Est-ce que tu as ce sentiment aussi, alors, en espérant que tu ne sois pas dans une bulle aussi, est-ce que c'est un sujet un peu autour de toi ou est-ce que c'est un sujet en France et dans les médias? Est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y a des émissions typiquement qui disent est-ce qu'aujourd'hui on ne doit plus faire d'enfants pour raison Ouais. écologique? J'en connais quelques-uns. Je pense que c'est super. Ça reste encore très rare. C'est pas les. Enfin, aujourd'hui, je pense pas que ce soit visible dans les stats, par exemple. Je pense. Pour moi, il y a deux raisons écologiques. Il y en a une, c'est de penser que le monde futur va être horrible et qu'on n'a pas envie que ses enfants vivent ça. Et ça, c'est une raison éthique sur laquelle je Mhm. n'ai pas à avoir d'avis. Et il y a l'autre qui est, je pense que mon enfant aura un poids écologique sur le monde. Et ça, c'est beaucoup plus discutable. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou plus tard, Ouais, on va en mais parler. Ok. Hmm. il y a beaucoup de choses à dire sur les calculs qui ont été faits là-dessus, et je suis effaré que des gens puissent choisir d'avoir ou pas des enfants sur la base de ces calculs. Ok, on va. Alors, c'est très clairement, on va en parler. J'ai entendu, je vais citer Jean Covici, qui a dit, je cite donc, la très forte augmentation des émissions en un siècle et demi est donc plus due à l'augmentation de la population, qui a fait x6, qu'à l'augmentation des émissions par personne, qui aurait Ouais. fait x2. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, c'est vrai, il y a plusieurs mais. Il y a un mais que ces chiffres sont étonnants, c'est-à-dire qu'il met une empreinte à 4 tonnes par personne en 1860, ce qui semble beaucoup, parce qu'aujourd'hui, dans les pays pauvres, on est plutôt à 1 tonne par personne. Ouais. Donc, il compte le méthane. On reparlera peut-être du méthane à un autre moment. Mhm. Je sais pas forcément, je sais pas s'il faut vraiment le compter dedans. Il y a un impact de déforestation qui est énorme. Bon, dans tous les cas, donc il y a cette question qui revient constamment de quelle est la responsabilité de la croissance démographique. Euh,
Si on prend, enfin, on peut choisir sa période. On peut dire, par exemple, bah, il y a 200 ans, il n'y avait pas beaucoup d'émissions, et donc on calcule combien la population augmentait, et on dit oui, c'est important. Honnêtement, Ouais. c'est pas particulièrement intéressant. C'est en général l'occasion d'un calcul foireux, voire malhonnête, où on mélange des pays, parce que bah, la population mondiale, ça n'existe Ouais, pas. c'est exactement ça. C'est comme si, Les enfin, émissions ouais. moyennes mondiales, ça n'existe pas. Il y a des pays il Mhm. y a une diversité énorme de pays et de gens, où il y a des gens qui ont des émissions très fortes, d'autres qui en ont des faibles. Aujourd'hui, la majorité des émissions, elles sont dans des pays riches, Ouais, on est avec bien une faible d'accord. natalité. Oui, donc Donc, ouais, ce genre de moyenne ce mondiale, genre ça de veut rien dire, on est calcul d'accord. est très fallacieux, et il y a un certain nombre de gens qui, je pense, l'utilisent exprès, hein. Ouais, ouais, enfin, je vais rappeler les ordres de grandeur. Vous pouvez prendre en gros 10 l'empreinte carbone de 10 Cambodgiens, c'est égal à un Français, ou 15 Cambodgiens, c'est égal à un Allemand. Donc effectivement, il peut y avoir 5 Cambodgiens de plus, ça aura moins d'impact en l'occurrence qu'un Français en plus, en moyenne évidemment. Il y a une Ouais. bonne remarque dans le chat qui dit que selon la personne en tout cas, que c'est une grosse bêtise. Les personnes qui sont conscientisées de dire bah, l'avenir va peut-être pas être tout rose parce que, enfin pour des raisons écologiques, si les gens qui ont conscience de ça ne font pas d'enfants, ce serait une grosse bêtise parce que peut-être que leurs enfants seraient eux bien éduqués et ils seraient peut-être amenés à changer le monde. Qu'est-ce que tu penses? Alors que les gens qui ont aucune conscience de ça, bah, ils font des enfants à gogo et là ça peut être un problème. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Alors, bah, je suis plutôt d'accord. Je pense que, en fait, ça revient à la question du poids écologique des gens. Les individus ne se résument pas à un poids écologique, une Mhm. empreinte carbone ou quelque chose comme ça. Ils font d'autres choses dans leur vie. Ils peuvent faire des choses utiles, ils peuvent faire des choses nuisibles. Mais s'ils font des choses utiles, ils peuvent tout à fait avoir un impact sur le monde qui est meilleur que les quelques tonnes de CO2 qu'ils vont émettre, même en faisant attention. Donc, j'espère que c'est ça que vous voulez pour vos enfants, que vous avez des enfants. Ok, ouais. Voilà, plutôt bienfaiteur du monde, et ça peut avoir un effet important. Je pense qu'en particulier, on a, alors c'est un sujet qui est pas très discuté, c'est que la quantité de, enfin sur le climat, mais ça vaut pour d'autres choses, la quantité de combustibles fossiles, elle est limitée. Aujourd'hui, on pense que dans tous les cas, par exemple en 2100, on aura épuisé la majorité des combustibles fossiles. Euh, Est-ce que un enfant en plus va changer beaucoup cette consommation? Bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, la quantité totale est limitée. Par contre, cet enfant en plus, il peut avoir un impact sur la trajectoire. C'est-à-dire combien de ces combustibles fossiles on choisit de laisser dans le sol. Ok. Ça vaut pour d'autres choses, hein. Ça vaut pour la biodiversité. La biodiversité, si on continue au rythme actuel, on n'aura plus grand-chose à saloper d'ici 2100. Et je vois qu'on a. Puis on est assez fort là, on appuie sur l'accélérateur en ce moment, j'ai toute confiance. Quand je vois le gouvernement, ce qu'il Ouais. fait sur la loi climat, enfin bon, ce n'est pas le sujet. Donc en tout cas, si on prend le sujet de manière plus générale, on peut pas vraiment, ou alors peut-être que si, est-ce qu'on peut quantifier la responsabilité de la démographie dans les émissions mondiales? Alors, ce terme de responsabilité est forcément discutable. Mhm. Enfin, c'est un terme, on va dire, philosophique qui a des dizaines d'interprétations. Aujourd'hui, la démographie, c'est un chiffre. Par exemple, c'est pas directement une décision d'un individu qui a dit on ferait ci, on ferait ça. C'est un concept global. En général, cette idée de calculer la responsabilité, elle est faite sur le principe, enfin, en se disant que qu'il faut comprendre le phénomène pour le résoudre. Mhm. En fait, savoir que depuis, par exemple, il y avait 1 milliard d'habitants, que la population a été multipliée par 8 depuis 1800, est-ce que ça nous aide à résoudre le problème? Pas vraiment. Ouais. On a eu une transition démographique depuis. Je ne sais pas si on a parlé de transition démographique, je pense que c'est un truc important. Je Ouais, on peux va, parler de transition démographique? Ouais, Mais ouais, je on vais va en en parler parler. maintenant. Comment ça se passe dans les. En fait, je vois les Ouais, questions là et j'ai des questions qui me viennent évidemment en tête. La transition, l'éducation des femmes qui est souvent évoquée. J'ai entendu Valérie Masson-Delmotte en parler, Jean Co ouais, aussi, etc. ouais. Comment on fait des. Alors, parlons déjà des pays riches. On va parler de nous, là, Français.
Comment on Mm. fait, nous, déjà, comment on aborde la transition démographique en France? Bah, la transition démographique en France, elle est passée, hein. Enfin, la transition démographique. Je pense, alors, je vais revenir du coup sur la transition démographique. Je pense qu'on est obligé de parler de transition démographique. On peut pas, comme on ne peut pas parler de climat sans savoir ce qu'est l'effet de serre, on ne peut pas parler de démographie sans savoir ce qu'est la transition démographique. Ok. La bonne manière de voir la transition démographique, c'est le passage d'un équilibre à un autre. Alors, pourquoi y a-t-il 7 enfants par femme au Niger? Alors déjà, c'est pas la faute des femmes, hein. Euh, c'est une norme sociale pour laquelle, en général, elles n'ont pas leur mot à dire. Donc, quand vous voyez des gens qui accusent les femmes africaines de faire trop d'enfants, ils n'ont strictement rien compris. Hmm. Mais donc, c'est une norme qui assure, en gros, la stabilité de la population dans un monde qui est difficile. C'est-à-dire que dans le monde du Niger, bah, y a beaucoup d'enfants qui meurent. Tout le monde ne peut pas se marier, tout le monde ne peut pas avoir d'enfants. Euh, et donc, ce qui est le résultat de ça, c'est une culture où il y a 7 enfants par femme. Ok. Euh, En France, c'est l'inverse. Très peu de mortalité. Les gens se marient, ils ont des enfants. La stabilité, c'est en gros 2 enfants par femme. Et donc, la transition démographique, c'est la transition entre ces deux états. Et donc, on voit la différence gigantesque qu'il y a entre ces états. C'est pas juste avoir des préservatifs à disposition, c'est toute la structure de la société sur quelle va être l'éducation, quelle va être la vie des gens, est-ce qu'ils vont avoir une retraite, quelles sont leurs sécurités, etc. Et les gens qui sont au Niger, pourquoi est-ce que le Niger reste à 7 enfants par femme? Eh ben parce que manifestement, pour les gens au Niger, on n'est pas très loin dans cette direction. Mhm. Et même s'il y a eu quelques progrès médicaux qui font qu'il y a moins de mortalité infantile, et ben néanmoins, les gens du Niger, ils ne sont pas prêts encore à changer leur culture parce que tout ça est d'une instabilité extraordinaire. Ouais. Et donc, cette période de transition, la natalité réagit avec un retard sur la mortalité, et donc c'est ça qui fait le surplus de population. Ok. Donc par exemple, la France a fait sa transition démographique entre 1800 et 1900, la population française a fait à peu près x2 sur cette D'accord. période. Et je suis en train de penser à un truc, en fait, de quel droit, enfin, c'est comme d'habitude, de quel droit, j'imagine les pays occidentaux où le français avec son petit drapeau arriver au Nigeria et d'expliquer en tant qu'homme blanc qui sait tout, Ah, à c'est toi, l'homme noir, bon, catastrophe. écoute, mon gars, tu vas te Et calmer et encore arrêter de faire pire, les femme enfants. noire. Ouais, voilà. Oui, oui, donc, Et, tout à fait. Et donc sur les facteurs, j'ai une question sur les facteurs. En fait, il y en a beaucoup. C'est complexe, ça dépend des pays, ça dépend des contextes. On connaît les grands facteurs. On sait que c'est à la fois la contraception, les droits des femmes, l'indépendance des femmes, le fait qu'elles aient une éducation, etc. Mais c'est globalement le développement, en fait. d'accord. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui se battent, des démographes qui se battent sur quels sont les grands facteurs de la transition démographique de la France. C'est Ouais, c'est difficile, voilà. enfin, c'est pas défini. Il y a plein de choses différentes. C'est pas simple de les séparer. On peut expliquer, il y a une corrélation, j'imagine. Est-ce qu'on peut un peu expliquer une causalité entre l'éducation et l'éducation des femmes, mais évidemment les hommes, hein, parce que je rappelle qu'un bébé, ça se fait à deux. Mm. Est-ce qu'on peut, il y a une corrélation et une causalité là-dessus, sur l'éducation? Ah bah, on sait que l'éducation, et en particulier celle des femmes, Mhm. leur donne une liberté financière et culturelle Mhm. qui leur permettent notamment de sortir des contraintes et du cadre culturel qui était celui de la société précédente. D'accord, ok. Et donc oui, c'est un des gros facteurs. Et ça prend du temps. J'ai une remarque Ah bah qui me vient ça en prend du tête temps, et oui. qui n'a pas été demandée, donc ça c'est ma question un peu de fouine. Vas-y. Est-ce que tu sais ce que disent les religions d'ailleurs sur la natalité? Est-ce que dans les trois grandes la religion qu'on connaît, est-ce qu'il est marqué par A plus B qu'il faut faire des enfants ou peut-être le plus d'enfants? Je sais pas, hein, c'est une question. C'est compliqué. Traditionnellement, effectivement, les religions, mais les religions ont été créées à une époque euh, où la société tenait à 7 enfants par femme, en gros. D'accord, ok. Et donc, D'accord. enfin, quand je dis à la louche, hein, c'était un peu moins, ça dépend des pays, enfin voilà. Mais un certain nombre de textes religieux viennent de cette culture-là. Mhm. Et c'est normal, hein, la religion fait partie de l'équilibre social de son époque. Ok.
En fait, enfin, je fais un parallèle dans ma tête. Souvent en France, pour les vieilles familles un peu chrétiennes et qui sont vraiment Hmm, très très chrétiennes. Je pense à François Fillon entre autres. Je le vois en photo là avec ses 4 enfants, bien donc sûr. c'est pour ça que j'étais en train de penser à ça. Ouais. Ok, Oui, donc oui. quoi. Mais là Ouais. aussi, on voit, tu vois, c'est les familles qui ont le plus qui gardent le plus les traditions, qui ont gardé cette tradition d'avoir plus d'enfants D'accord. Ok. et qui n'ont pas transitionné vers un équilibre culturel différent parce que ils préfèrent garder là. Non, mais là, le poids de l'Inde, je suis en train de penser à des pays comme l'Inde. Ouais. Est-ce que l'Inde, ils ont une politique là comme la Chine? Ils n'ont rien fait, on est d'accord, non? J'ai dit un petit peu plus tôt qu'il y avait eu plein de choses et ça a été horrible. Enfin, il Et y a oui, eu, oui, ça c'est. Voilà, ouais. Donc, donc, il y a eu un certain nombre de choses et ça a relativement marché, à savoir que l'Inde a aujourd'hui à peu près fini sa transition. d'accord, mais ça se fait. Bon, de toute façon, comme c'est des Ah décisions bah, politiques, ça se fait pas sans pot cassé. bah Oui, plus ou moins. tu parlais de stérilisation forcée, oui, ça me revient effectivement. Mais... Plus ou moins, tu as plein de pays où ça s'est fait sans trop de pots cassés. Hmm. Mais en fait, ça s'est fait sans trop de pots cassés en général parce que c'est des pays qui étaient relativement développés, avec un pouvoir fort, un système médical et d'éducation très bien développé, et qui à un moment se sont dit, bah là, on va faire campagne pour que les gens fassent moins d'enfants. Mais quand tu as toutes les conditions de la transition démographique, tu peux la faire relativement vite. Hmm. L'Iran est passé de 6 à 2 enfants par femme, en gros, en 20 ans. 20 ans. 20 ans. 20 ans, c'est très rapide. 20 ans, c'est très rapide pour le coup. Ouais. Cuba aussi. Il y a plein de questions intéressantes sur la comptabilité en fait carbone des émissions Ouais. de. On va en parler. C'est prévu dans les questions. C'est des bonnes questions. Euh, Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour le Nigeria, comme il est souvent pointé du doigt? Eh ben, c'est-à-dire de prévu. Est-ce qu'il y a la politique, enfin, Aujourd'hui, il y a peu de politique locale. hmm, Il y a plein d'enjeux compliqués au Nigeria de concurrence entre différentes communautés, différentes religions, différentes régions, etc., qui complique tout. ouais. Donc aujourd'hui, il y a un peu de politique de planning familial, Mhm. mais c'est pas un pays très riche. On Voilà, la connaît. Attends, c'est combien l'empreinte carbone moyenne du Nigeria? J'essaie de me rappeler. je sais pas, mais le Nigeria a très probablement l'empreinte complètement déformée par son industrie pétrolière, Ouais. qui ne traduit pas le niveau de vie du Nigérien moyen. Ah, bien sûr. Enfin, oui, il y a des inégalités absolument. Enfin, il y en a. Ouais, Je crois que c'est un tiers qui vit sous le seuil de pauvreté. Et en fait, il y a quelques personnes dans le pays qui se gavent avec le pétrole. tout à J'avais fait. étudié ça, mais ça fait 10 ans, Ah, donc j'ai c'est, un peu oublié les ouais. chiffres. Mais pour revenir à une question un peu plus globale, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes, donc je fais exprès, hein, je joue un peu l'avocat du diable parce que ça fait partie des questions que j'ai vu poser, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qu'on devrait être sur Terre? Alors, c'est une extrêmement vaste question. Moi, ce que j'aime bien, c'est est-ce qu'on peut en parler plus tard? Parce que il y a beaucoup de choses que je pense qu'il faut dire avant d'arriver à cette question. Oh, Je sais que, dis-moi, dis-moi. je sais qu'elle intéresse beaucoup les gens. Bah, c'est comment sont réparties les émissions, qu'est-ce qu'on fait, quelles mesures on peut prendre sur la population, quels sont leurs effets, etc. Ok, bah on peut y venir parce que ouais, ça fait effectivement partie des questions. Donc, comment on répartit les émissions là, par personne? Il y a juste à faire une simple, on prend le nombre de personnes et une simple division ou il y a des Bah, calculs plus compliqués? évidemment, tu fais la division au niveau que tu veux. Donc l'humain moyen, il n'existe pas, hein. Tu as Bill Gates et le réfugié du Darfour qui sont en même temps dans l'indicateur, ça n'a aucun sens. Hmm. En général, on coupe par pays, mais même dans les pays, bah, il y a pas mal de diversité. Et après, tu es capable de couper jusqu'à l'échelle de l'individu et te rendre compte que globalement, à l'échelle mondiale, l'empreinte carbone de la consommation est à peu près proportionnelle au niveau de vie. Voilà, avec des différences Ouais. qui vont du simple au double au triple pour le même niveau de vie. Après, on parle que de la consommation. Alors j'avais vu, bon, on aime beaucoup parler d'équation de Kaya. L'équation de Kaya, on aime bien calculer des émissions par personne et considérer que c'est la consommation. Il y a plein d'autres sujets importants qui sont moins quantifiables, qui sont l'impact politique. Nos dirigeants, ils ne sont pas dans l'équation de Kaya. Le pouvoir économique, nos patrons ou nos actionnaires, ils ne sont pas dans l'équation de Kaya. Pouvoir culturel, Mhm. nos influenceurs, ils ne sont pas dans l'équation de Kaya aussi, Ouais, etc. ok.
Donc, faut faire assez attention avec ces équations qui ont l'air justes et qui le sont, qui sont des identités comptables, mais qui présentent qu'une seule vision, qu'un seul angle du problème. Je sais que tu as écrit, parce C'est- que ça pop dans les questions là tout à l'heure, et que tu as écrit un article sur l'équation de Kaya. Oui. Il faut aller sur le Twitter d'Emmanuel, mais je le mettrai en lien, je le mettrai en lien de la vidéo. Mm. Ok, ouais, donc ça c'est important et bien rappeler la responsabilité des émissions que Ouais. Aujourd'hui, quand on regarde par pays, par exemple, les pays qui sont encore à forte natalité, donc j'avais considéré au-dessus de 3 et quelques, c'est 3% des émissions de l'humanité. D'accord, donc c'est absolument. Enfin, oui, c'est comme d'habitude, c'est ridicule, on est Ah, d'accord. c'est ridicule. Donc on ne doit pas forcément. En fait, avant de s'inquiéter, et enfin là j'enfonce des portes ouvertes, mais avant de s'inquiéter du nombre de Nigérians ou du nombre d'Indiens, on est bien d'accord qu'on doit s'inquiéter plutôt de l'Américain qui prend l'avion pour. Enfin, il va pas chercher sa baguette de pain, Alors mais aujourd'hui, oui. il va au Mais il y a McDo en avion, quoi. il y a une très très grosse question de temporalité qui est liée à ça. Mhm. C'est effectivement, peut-être que dans 100 ans, l'Indien, il sera riche et il ira au McDo, il prendra l'avion. Ou en tout cas, il le souhaite. Euh, Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la question climatique, elle est urgente. C'est-à-dire que l'objectif, c'est en gros que l'humanité atteigne la neutralité carbone vers 2050 Mhm. et en 2100, de toute façon. Soit on a atteint la neutralité carbone et les émissions par personne sont basses, Mhm. soit on ne l'a pas atteinte, on a pompé le pétrole jusqu'à la dernière goutte et il n'y en a plus, et les émissions sont basses aussi. Donc, dans tous les cas, les émissions dans 100 ans du petit-fils de l'Indien d'aujourd'hui, pas grand-chose. Tout comme du français. Hein. Donc, c'est un des grosses limites du levier démographique, c'est qu'étant donné l'inertie, eh ben, en 2050, on ne peut pas faire grand-chose. Il commencera à y avoir un peu d'impact en 2100. En 2100, c'est Ok. trop tard. Ouais, c'est trop tard, évidemment. Enfin, là, sachant qu'on vise la neutralité carbone 2050, bon, j'ai envie de faire un peu le troll en pensant de ce que j'ai vu de Musk et de ses copains, Elon Musk et Bezos, ils vont aller nous chercher des ressources sur d'autres planètes. Hein, donc, Ouais, mais il n'y aura pas de combustible fossile. mais voilà, ils vont plutôt Ils nous vont pas chercher ramener des de terres pétrole de rares ou des Mars. métaux rares ou d'autres choses comme ça que du pétrole. Mais bon. Et ils le feront sans doute pas parce qu'en termes de bilan énergétique, c'est ridiculement cher. Mais Oui, oui, enfin bon. Mais bon, t'inquiète pas que s'ils ont quelques milliards à dépenser, ils vont peut-être trouver ça. c'est du budget com. Oui. Donc il y avait dans ton papier là qui faisait de mémoire 40 ou 50 minutes de lecture, mais qui s'est lu. Moi je l'ai lu d'une traite et je l'ai même lu plusieurs fois parce que c'était vraiment hyper intéressant. Euh, Vraiment le point que j'ai le plus retenu, c'était le calcul et typiquement comment tu calculais l'empreinte carbone de faire un enfant. Ah. Est-ce que tu peux détailler le calcul? Parce que ça, je sais qu'il y a eu des questions et je viens déjà de voir des questions à l'instant. Est-ce que tu peux détailler le calcul? Aujourd'hui, bon, moi, Thomas, là tout de suite, j'ai pas d'enfant, mais si j'en fais un, comment ça marche? Comment tu me conseilles? Alors, c'est compliqué. Est-ce que vous aviez vu passer ce graphe, le fameux graphe de l'AFP sur le poids des enfants? Genre celui-là. Il faut que tu décales un tout petit peu ta tête. Hop. On le voit pas entièrement, malheureusement. Ouais, bon. Ça, c'est la raison dont on parlait pour laquelle un certain nombre de gens disent je ne veux pas avoir d'enfants parce que c'est le pire truc que je puisse faire pour le climat. Alors, ce que vous voyez pas, c'est que donc attends, on va Tu dire. peux partager l'écran en revanche, hein. Si c'est toi qui as le zoom, tu pourras partager Ouais, mais l'écran. je vais vous Mais donner bon, les chiffres. Ils ouais. disent en gros un vol transatlantique, c'est 2 tonnes de CO2. Avoir un enfant en moins, c'est 60 tonnes. Ok. Voilà. Donc là, tu te dis 60 tonnes, déjà, c'est beaucoup. Après, tu regardes l'étude. Dans l'étude, ils disent on considère que faire un enfant, c'est une décision sur la vie, et donc on le divise par l'espérance de vie. Donc 60 tonnes x 80, 4800. Puis après, c'est par parent. Donc, faire un enfant au total pour les deux parents, c'est en gros 10 000 tonnes de CO2. D'après ce calcul. Hein. Ça fait beaucoup. 10 000 tonnes de CO2 pour une empreinte carbone qui est de 10 tonnes par an, ça fait 1000 ans. Ça fait. Voilà, ouais. C'est exactement ce que j'avais en tête. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à 1000 ans de CO2 pour faire un enfant?
L'étude en question, alors c'est une étude, hein, ça a été publié, c'est pas terrible, mais c'est comme ça, utilise une autre étude qui a proposé ce calcul d'héritage carbone, alors, comment elle fait? Elle considère que quelqu'un est responsable pour toutes les émissions de toute sa descendance, en divisant par 2 à chaque génération. Donc, tu es responsable de la moitié de tes enfants, de chacun de tes enfants, par exemple. D'accord, ok. Déjà, donc déjà, ça pose plein de questions, parce que la responsabilité, c'est quoi? Est-ce que Adam et Ève sont responsables de tes vacances à Bali? On n'en sait rien, c'est pas justifié. Est-ce que c'est bien de le comparer avec d'autres choses? Donc là, vous voyez, on a vu, par exemple, que c'était mis à côté d'un vol transatlantique. Un vol transatlantique, c'est calculé avec une analyse de cycle de vie. Alors, ce n'est pas une valeur sûre, mais en gros, tu as des ingénieurs qui ont dit, voilà, faire un avion, ça prend tant de carbone, puis quand le kérosène y brûle, ça fait ça, etc. Et donc, tu as des chiffres qui viennent de la réalité et qui sont des choses qui ont été faites dans le passé proche et le futur proche. Donc, globalement, des émissions qui contribuent au réchauffement aujourd'hui. Évidemment, les émissions de ton arrière-arrière petit-enfant hypothétique, déjà, elles sont hypothétiques. Ouais. L'existence de ton arrière-arrière petit-enfant est hypothétique, quelle que soit la question de responsabilité, et ça ne contribue pas au réchauffement aujourd'hui. Voilà. Donc après, comment est-ce qu'ils font? Donc on a plein de problèmes déjà sur cette responsabilité. Après, comment est-ce qu'ils font le calcul? Ils considèrent que les émissions par personne vont être stables jusqu'à la fin des temps. Et alors là, Oui, alors que c'est censé. Ouais, bon, ça c'est faux, parce que c'est censé, quoi qu'il arrive, comme tout le monde est censé tendre vers la neutralité carbone, ça peut pas être stable, on est bien d'accord. c'est le choix qu'ils ont fait. Donc déjà, ça pose des problèmes Attends, mais géologiques. qui a fait. Pardon, qui a fait ce C'est calcul? c'est une étude de 2009 par Mais, Monsieur Murtaugh. mais c'est qui lui? Il est démographe, il est quoi? C'est un chercheur en écologie. Il est. Ok, bon. Ok. Écoute, il a proposé ce on discutera après de votre C'est problème. peer-reviewed ou il a fait ça Ah bah bien sûr que c'est peer-reviewed. D'accord. Bon. Donc, il considère que les émissions sont stables. Mhm. Donc, ça pose un problème géologique, hein. Puis, par ailleurs, ça pose un petit problème climatique. Peut-être que vous avez remarqué que si le climat continue à se réchauffer sans fin, on aura peut-être un petit problème pour vivre sur Terre. Mhm. Et deux, ils font donc des hypothèses démographiques pour savoir comment la population va évoluer. Et là, ils partent du taux de fécondité qui était calculé par l'ONU pour 2100, qui était de 1,85 à l'époque. Ok. Et ils considèrent que ce taux va continuer jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire que l'humanité va s'éteindre doucement, parce que c'est juste en dessous de 2,1. D'accord. Voilà, donc ce résultat, alors, on peut dire c'est n'importe quoi. Moi, je ne sais pas ce qu'ont fait les chercheurs. J'avoue, je leur ai écrit, ils ne m'ont pas répondu. C'est possible qu'ils aient juste, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, peut-être qu'ils ont des quotas de papier à faire chaque année, peut-être qu'ils sont débordés par les tâches administratives, ou peut-être que tout simplement, ils ont dit on va lancer le sujet, on va voir si des gens s'en emparent et s'y proposent d'autres choses, et puis vis-à-vis. C'était en Et 2009. Et, 2009. la Et recherche, effectivement, y a beaucoup de papiers depuis ou... non, il n'y a rien sur cette question-là. Donc c'est resté dans l'obscurité pendant 8 ans, jusqu'à ce que l'étude de 2017, donc celle qui est reprise par l'AFP, reprenne ce chiffre et le mette sur l'impact d'un enfant. Ok. Et donc, autant j'avoue que j'en veux pas trop aux gens de la première étude parce qu'ils ont fait un calcul un peu foireux dans leur coin, mais bon, voilà. Ceux de la deuxième étude, eux, ils ont fait une étude qui, elle, qui était vraiment dédiée au grand public, c'est-à-dire quelles sont les actions pour vous. Et ils ont repris un chiffre dont ils ne... alors, je pense qu'ils le connaissaient. Je pense qu'ils connaissaient comment c'était calculé, mais soit ils n'ont pas vu les limites du calcul, soit c'était pas leur problème. D'accord. Voilà, donc eux, je leur ai écrit. Ils m'ont répondu, oui, c'était peer reviewed, c'est posté dans une revue de bonne qualité. Et oui, il y a des critiques à faire, mais voilà, l'article est accessible, vous pouvez les faire. Et pourquoi toi, derrière, avec tout le travail que tu as fait, t'essayes pas d'avoir un article peer-reviewed là-dessus ou d'avoir une critique justement de ce papier? Je pourrais avoir des critiques peer reviewed, c'est très compliqué parce que les journaux ne les prennent pas après les sorties.
Enfin, quand c'est aussi tard. Bon, pourquoi Je pas, pourrais... non? Non, super Non? rare. Ok. Ouais. C'est vraiment très très rare. Écrire un article peer-reviewed, c'est long. Euh, il faut être dans les bons circuits. C'est-à-dire que il faut être chercheur en démographie, en écologie ou autre. Je ne le suis pas. Donc, Et tu pourrais pas... si quelqu'un a envie de le faire avec moi, ça sera avec plaisir. Ok, bon, on va laisser ça de Sinon, je passer. pense que j'ai d'autres choses à faire. D'accord. On a des démographes français très connus, ou Ouais. une de Bah, référence. t'as Jacques Véron qui a écrit sur la démographie et l'environnement, qui a écrit le repère sur la question, qui est très bien, qui est très bien pour les bases. Si vous voulez avoir les bases du sujet, c'est parfait. Il a aussi écrit un bouquin sur la question dont je me rappelle plus le nom, mais qui est sorti il y a 2 ans, qui est bien aussi. Alors, ça pose pas les questions qui fâchent sur la politique, sur critiquer des études, etc. Mais ça donne des bonnes bases du sujet. D'accord. Et il y a un livre que j'avais mis dans la liste que toi, Ouais. tu émettais quelques limites. Alors, c'est bouquin d'Ancus et Butler, qui est. Alors, il est très bien. Lui, il est beaucoup plus politique. Par contre, son problème, c'est que c'est écrit par des écosocialistes pour des écosocialistes. Si vous n'êtes pas proche de ce genre de courant de pensée, vous allez le jeter par la fenêtre et ça ne vous intéressera pas. Ok. Donc, c'est dommage, hein. Donc Voilà. pour revenir un peu sur la question, en fait, on peut pas dire aujourd'hui enfin, quel impact ça a de choisir de faire un enfant ou pas. Moi j'avais proposé un calcul alternatif, alors qui vaut ce qu'il vaut, hein, parce que un, j'ai pas de boule de cristal, deux, j'ai pas de définition indiscutable de la responsabilité, et Mhm. personne n'en a. Ce que je me suis dit, c'est que on est responsable des émissions de ces enfants quand ils sont avant la majorité. Après, c'est eux qui sont responsables, tout comme ils sont responsables de leur choix d'avoir des enfants. Mhm. Et que la seule trajectoire tenable, c'est celle de la neutralité carbone relativement vite. Et donc, j'ai calculé ce que ça donnait en ayant un enfant avec une trajectoire neutralité carbone. Alors, sachant qu'en plus, quand on fait quand on calcule les émissions de la consommation, les enfants ont beaucoup moins d'émissions que les adultes. C'est en fait les adultes et les personnes âgées, Mhm. Bien sûr. okay, qui ont le plus d'émissions. Je pense que c'est clairement une question de niveau de vie, hein. Et donc, en faisant ce calcul, j'arrive à un chiffre de 0,3 tonnes par an, qui forcément est beaucoup plus faible. Donc 0,3 tonnes. Donc là, et 0,3 tonnes, sachant que bon, c'est un aller, C'est allez, pareil, hein, c'est un aller-retour en c'est avion divisé. non, à Barcelone, j'exagère. Ouais, Un aller-retour en avion un petit peu plus loin, quoi, dans le sud d'Espagne. par exemple. Ok. Voilà. C'est pas énorme, hein. Si vous vous chauffez au gaz, vous aurez probablement plus que ça, nettement plus Ou que je ça, peux, par exemple, de typiquement, je peux bilan. devenir végétarien et faire un enfant. C'est un peu ça le calcul. Ça peut un peu. Mais après, dans tous les cas, voilà, vous avez de la marge. Enfin, si vous avez des enfants, vous avez de la marge. Vous n'êtes pas obligé de leur faire manger des steaks à tous les repas. Vous n'êtes pas obligé de les emmener en vacances en avion. Hmm. Si vous-même, vous donnez l'objectif, alors qui a des limites pour faire tout seul, mais qui doit quand même qui doit quand même exister, si vous-même vous donnez l'objectif d'atteindre, en gros, de viser la neutralité carbone, vous pouvez très bien le faire pour vos enfants Ouais. de la même Bah, manière, c'est hein, il n'y a pas de une raison. des questions dans le chat à juste titre, en fait. Si à partir du moment où on est censé avoir un budget carbone, chacun est censé avoir un budget carbone, bah t'en fais ce que tu veux. Si t'as envie de te limiter Ah, ton chauffage et de faire un enfant, bah voilà. le problème, c'est que, là encore, tu comptes une vie purement par son bilan carbone. Bien sûr. Éthiquement, c'est un peu embêtant. Ouais, ouais, bon, bon après, je sais qu'il y a des fictions là-dessus où il y aurait justement une dictature, hein, où absolument tout ce que tu fais est contrôlé au gramme de carbone près. Et évidemment, bon, t'imagines bien que certains libéraux ne sont pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. J'ai pas envie d'être checké à la seconde près à ce que je fais. Mais c'est une bonne idée. Non, mais là, cette idée un peu de quantifier, c'est quand même important puisqu'il y a des mouvements child free, je sais qu'ils sont très développés aux États-Unis. Je voulais écrire un article dessus. Pas laissé tomber. Je lis encore il y a beaucoup de papiers aux États-Unis, les JINC de mémoire et les Ouais. mouvements child free. Je sais que, comme d'habitude, hein, c'est des mouvements qui sont aux États-Unis et que nous on récupère en Europe, genre 15 ans plus tard. Voilà, ils nous influencent un peu comme Mais d'habitude. il y en a des pareils en Europe, mais pour les mêmes raisons. Ouais, ok. Oui, c'est pas. Ok. En France, Et il y a un mouvement en France là-dessus à ma connaissance. Ok.
à ma Mais connaissance. j'en ai vu, hein, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui mettent dans leur présentation hashtag childfree. Donc, Mhm. donc ils mettent en avant le fait, je pense, Ouais, qui revendiquent le fait de ne pas faire d'enfants et parfois aussi précisent à côté que c'est pour des raisons écologiques. ouais. Mais là encore, les raisons plus écologiques, globalement, il y a deux familles. Il y a ceux qui pensent parce que on va avoir un monde de merde. Et tu as ceux qui pensent que ils annulent l'impact qu'un enfant aurait eu. Et il y a des débats entre les deux. Il y a une association anglaise qui était là-dessus, qui était sur qui était sur l'option 1, Mhm. qui s'est autodissoute parce qu'elle elle se trouvait beaucoup trop reprise et instrumentalisée par l'option 2, alors que c'était pas du tout son discours. D'accord. Bah oui, ça c'est la récupération politique. Bon, on en a parlé au tout début de l'interview, mais j'ai rarement entendu des gens qui se disent de gauche en parler. Quand ce sujet arrive, en général, c'est des gens qui Ouais. soit n'ont plus rien à dire dans un débat, soit c'est des gens de droite, bien à droite, soit c'est des gens de l'extrême droite. Et là, c'est un niveau, c'est génération Ouais. identitaire qui disent, bon, nous, on n'a C'était rien fait. Birth Strike, qui était un mouvement anglais, qui D'accord, ok. justement disait on fait la grève des enfants parce que on pense que on leur crée pas un monde qui vaut le coup, et qui se sont dissous à cause des récupérations antinatalistes. Ok. Non, mais je repense. Enfin, ouais, c'est intéressant ce sujet. Puis après, évidemment, bah, tout dépend des hypothèses. Là, on parle de calcul, mais ça, évidemment, il y a une dimension éthique, une dimension politique, une dimension, je pense même internationale. Puis, ben, voilà, ton enfant, fonction de l'éducation, tu peux avoir une Greta Thunberg qui bah, ne va pas se chauffer, va être plutôt végétarienne, etc. Et tu peux avoir de l'autre côté un enfant bah, qui rêve de faire des tours d'avion et d'avoir, je sais pas, enfin voilà et de jouer dans un champ de charbon, enfin sur une mine de charbon et voilà. Enfin, tu peux pas anticiper ça à 20 ou 30 ans, donc ça me paraît un peu difficile. Je pense à un autre sujet qui selon moi est assez important là pour le financement, parce qu'on est quand même dans une société qui a besoin d'être en croissance. Et cette croissance, en général, ça permet de, bah, en gros, plus on est, c'est une sorte de Ponzi scheme, c'est une pyramide de Ponzi qui nous permet de payer la retraite, etc. Donc plus on est, bon, bah, les nouveaux qui arrivent, ils permettent de payer la retraite des anciens. Comment on Alors, fait là si alors c'est pas on baisse la exactement une population? pyramide de Ponzi parce que c'est basé sur l'économie derrière. Ouais. C'est Oui, oui, pas, bien sûr, bien sûr. enfin, Il n'y a pas que c'est ça, pas hein, c'est juste pas, on bien prend sûr. l'argent des uns pour le donner aux autres. C'est l'ensemble du système économique qui est utilisé comme intermédiaire. Donc il y a une vraie création de valeur au milieu. Est-ce qu'il y a un gros risque là, typiquement comme la France est à 1,9, Pas énorme. si la France descend à 1,3 en 10 ans ou 20 ans, Ouais. quel est le risque? Bah, déjà, on le comble en partie avec de l'immigration. Ok. Après, sur le bilan, enfin sur ce qu'on appelle le ratio de dépendance, c'est-à-dire le nombre de passifs, donc en gros des enfants et des retraités sur le nombre d'actifs, l'effet n'est pas si énorme, il est pas mal lissé sur le temps, il est lissé aussi avec les évolutions sur l'âge de la retraite, etc. Bon, globalement, je trouve que équilibrer un régime de retraite, ça nous paraît peut-être insurmontable aujourd'hui, mais c'est pas incroyablement sorcier par rapport à équilibrer écologiquement l'humanité. D'accord, Je ok. sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça me semble plus simple, beaucoup plus simple. Et enfin, plus globalement, là on parlait de récupération politique. Est-ce qu'il y a un problème à parler de ce sujet-là? Est-ce que ça peut être contre-productif? Typiquement, je te donne un exemple hein, pour un peu expliquer ma pensée. On parlait du fait de parler du consensus climatique et de donner la voix ou de l'importance aux climato-sceptiques typiquement. Ouais. Le fait de, à chaque fois, les débunker, d'expliquer qu'ils racontent que des bêtises, etc., ça leur donne de la voix. Est-ce que typiquement on ne devrait pas en parler ou est-ce que justement on devrait en parler? Eh ben, c'est une bonne question. J'y pense beaucoup. Parce que c'est vrai que on dit souvent que ce qui est important dans le débat politique, c'est pas ce qu'on dit, mais ce dont on parle. Et que c'est un sujet qui est très facilement récupérable. En particulier, le debunking, en général, l'inconvénient de ne pas rentrer dans les sujets et de mettre trop en avant ce qu'il essaie de contredire. Je pense qu'il y a une approche qui est plus intéressante, c'est le truth sandwich, le sandwich de la vérité. Mhm. C'est-à-dire que tu expliques comment fonctionne le sujet, tu donnes des bases aux gens pour vraiment le comprendre et avoir du recul dessus, et au milieu, là, tu débunkes les gens. Mais si tu fais que du debunk, tu sais pas forcément ce qui va rester.
Ok, ouais. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Aussi essayé donc d'essayer de donner des bases aux gens pour comprendre. Essayer aussi de donner des réflexions politiques, parce que c'est vrai que souvent, quand tu laisses, par exemple, ce genre de sujet, la réaction naturelle, quand on réfléchit pas, quand on l'entend pour la première fois, c'est on a peur des autres. Mhm. On a peur de ce qui se passe dans les autres pays, qu'il y a trop d'enfants qui vont nous envahir, etc. Parce que là, Ça va être la je te catastrophe. parlais du taux de 1,9 à 1,3 et tu as dit, bah, pour compenser, on va servir de l'immigration. Mais Ah l'immigration, bah, c'est on fait le ça, hein, sujet de l'extrême droite. bien sûr. L'Allemagne a fait ça. Je sais que Merkel a fait ça, pas avec des Turcs, mais avec des Syriens. Si bonne mémoire, il y a Syriens, 800 000 Syriens. ça s'est très bien passé d'ailleurs. Ouais, et plus que ça, il y a eu, je crois, 1,5 million de Syriens qui ont été. Quand tu regardes aujourd'hui, je crois 90% parlent allemand, trois quarts des adultes ont trouvé un boulot, Mhm. 90% des enfants sont scolarisés. Enfin, ça s'est bien passé. Ok. On n'en parle pas parce que c'est pas ça qui fait les gros titres. Mais en fait, quand on fait l'intégration, quand on fait des efforts et que on est prêt à partager un peu le gâteau, ça peut bien se passer. Parce que Y a pas bah, de... ça se passe bien et c'est comme en France. Enfin, il y a des millions de personnes et j'en suis un peu. J'ai quelques origines. Je suis un peu la preuve que ça se passe à peu près bien pour certaines personnes. Mais on adore dès qu'il y a un contre-exemple. Enfin, la droite et l'extrême droite adorent dire mais regardez lui, il vient d'arriver en France il y a 5 ans, il a volé une Ouais. pomme et c'est la fin du monde. Effectivement, je sais que enfin ouais, ce sujet est très récupéré. Enfin, l'immigration. On parlait du grand remplacement tout à l'heure. Tu voulais pas Ouais. forcément en parler. Est-ce qu'on peut craindre parce que nous, les Français, faisons un peu moins d'enfants, est-ce qu'on peut craindre un grand remplacement? Alors, les chiffres, il suffit de regarder 5 minutes. Les chiffres, il n'y a aucun doute que non. Ou alors, enfin, vraiment, c'est dans un monde complètement différent. Ok. Le gros problème du grand remplacement, c'est que tu débats sur les chiffres et pendant ce temps, tu sous-entends que il y a des Français qui ne sont pas exactement les mêmes Français que les autres parce que ils n'ont pas la même couleur, la même religion ou la même origine. C'est ça, en fait, le problème. Ok. C'est que tu peux débattre sur les chiffres. Bon, ils sont faux, mais en fait, les chiffres, c'est une diversion pour te faire discuter, faire rentrer dans la tête des gens l'état d'esprit que les gens, ils sont pas tous les mêmes droits, Ok. même s'ils devraient, et que Ouais, tu dois pas les voir pareil. bah, C'est ça le problème de ce genre de débat. ouais, mais enfin, c'est important de le rappeler. Après, enfin, je sais que tu es une personne qui prend du recul sur les choses et moi, j'essaye de le faire aussi. Mais enfin, ça n'empêche pas les gens, et je vois sur les réseaux sociaux, ils sont complètement excités, là, l'extrême droite, génération identitaire, de typiquement chasser, enfin, on voit les vidéos de génération identitaire qui va chasser de l'immigration ou des immigrés, voilà, et de dire on vous protège, on est des lanceurs d'alerte, la France se fait envahir. Donc c'est quand même important, je crois, de rappeler que, en fait, c'est n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi. Le truc qui brûle les yeux dans cette histoire, c'est que globalement, on est dans les pays riches, responsables euh, des catastrophes, en particulier climatiques, qui se passent dans des pays pauvres. Mhm. Donc le fait qu'il y ait des gens qui fuient la misère d'une manière ou d'une autre, euh, sans laver les mains, c'est embêtant. Effectivement, ouais. Il y a une personne qui dit on entend quelqu'un en train de manger, mais je crois pas que ce soit Alors, toi, Emmanuel. ça Mais doit être ma copine qui est en train de prendre son dîner derrière. bon, never mind. Passons. Effectivement, donc ça, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, mais je pense qu'on peut l'aborder quand même brièvement. C'est les vagues migratoires. Donc ça, c'est plutôt le groupe 2 du GIEC qui en parle. Euh, qu'est-ce qui se passe en fonction de ça? Est-ce qu'il y a un... Enfin, C'est très compliqué parce qu'en fait, alors aujourd'hui, il y a des migrations climatiques, mais elles vont pas loin. Et c'est d'ailleurs une des constantes des migrations, c'est que plus les gens sont dans la merde, moins ils vont loin. ok. L'immense majorité des réfugiés, ils vont dans leur pays, dans la ville d'à côté Mhm. ou dans le pays juste à côté. Par exemple, les gens qui arrivent en France, un tiers, c'est des gens diplômés. Donc en fait, il y a plutôt aujourd'hui l'immigration qui vient, c'est plus un brain drain de l'Afrique vers la France. D'accord. Donc c'est On, la on le fuite des présente, cerveaux, mais c'est on le pré- positif pour nous, en on le fait. présente jamais comme ça, mais en fait, par exemple, un tiers de l'immigration, c'est des gens éduqués. Je dirais que un autre tiers, c'est des gens qui viennent étudier, donc qui viennent s'éduquer et qui étaient déjà en général des gens qui étaient plutôt bons sur place.
À la louche, le tiers, c'est du regroupement familial. Mais en fait, il y a relativement peu de migration de la misère vers les pays riches, parce que ça coûte cher d'immigrer, en fait. D'accord. Ouais. Ouais, Donc, on sait. C'est pas assez précisé. Je sais qu'il y a un livre de François Gémen ouais, que je dois ouais, avoir ouais, c'est derrière, lui que j'ai la bonne source acheté. là-dessus. On a tous un ami noir de mémoire. Ouais, Je l'ai acheté à Noël. Ça fait déjà 4 mois. J'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais le lire. ouais. Mais sur le futur, sur les migrations climatiques, en fait, on ne sait pas. On a à la fois, on se dit ça peut vraiment très mal se passer, et aujourd'hui, on n'arrive pas à le voir. Tout comme aujourd'hui, on n'arrive pas à voir les guerres climatiques, hein. Il y a des petits effets, mais ça fait pas, c'est très loin d'être les gros titres. Oui, oui, bah bien sûr. Enfin, après, je sais que c'est Jean Covici qui parlait du fait qu'il y avait justement des pressions et que le climat avait déjà exercé des pressions. Donc, typiquement, le printemps arabe, lui, il faisait une corrélation pure. Ouais, Il mais y a en pas fait, que ça, ça, ça c'est mais très discuté dans le monde de la recherche. ouais, bien sûr. Même les cas les plus clairs comme la famine en Syrie, il y a encore des chercheurs sur la question qui se battent pour savoir à quel niveau d'indirection c'est, sachant que c'est mélangé avec des dizaines d'autres facteurs. Mhm. Ouais, bien Donc, sûr. Donc, c'est évidemment très complexe. Et encore une fois, si vous, c'est pas après 20 pages de lecture que vous aurez compris le sujet. On va quand même rappeler que, enfin, il y a déjà aujourd'hui des migrants qui essayent de venir en Europe. Que l'armée italienne repousse, que l'Europe en général repousse. Donc il y a des morts tous les jours en Méditerranée, hein, parce qu'il y a des gens là. Moi j'ai discuté avec des gens il y a 2 semaines qui ne savaient pas. Bon, qui ne savaient pas. Donc je sais pas. Peut-être qu'ils regardent jamais les infos, peut-être pire que les infos n'en parlent pas. Mais il y a déjà des gens qui meurent aujourd'hui parce que qui fuient les guerres, etc. On fuit rarement un pays par plaisir. Donc voilà. ouais. Il y a déjà des gens qui meurent là. Enfin, je parle de Lesbos en Grèce, ou voilà. Enfin, c'est une catastrophe humaine. Donc, je sais pas comment ça va être géré. Bon, ça, après, c'est de la géopolitique et c'est un autre travail. Je C'est crois même pas de avoir la entendu. géopolitique, c'est interne. C'est-à-dire que on tape sur, enfin, on ferme les frontières pour rassurer les gens à l'intérieur. Hmm. Bon. Oui, ça m'étonnerait. Enfin, moi, je suis très peu confiant quant à la capacité d'accueil, sachant que l'armée au UK est formée à ça, l'armée française est formée à ça. Je suis pas Mm. sûr que si jamais, à cause du changement climatique, il y a des vagues migratoires, je suis pas sûr qu'on les accueille à bras ouverts. Mais bon, ça c'est. Bah, on n'est pas parti pour. Mais J'espère qu'on ne vivra pas ça, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on accélère un peu là pour le réchauffement. Mais bon, on verra bien. C'est pas forcément le sujet ce soir. mm. Euh, Il y a vers la fin de ton papier, tu disais, en tout cas, et je t'ai déjà vu être assez critique des études portées là sur la démographie. Enfin, déjà, et là, je fais exprès d'être l'avocat du diable. Pourquoi toi, Emmanuel, qui n'est pas démographe, tu te permets de critiquer ces études et pourquoi elles sont mauvaises? Alors, déjà, je dis pas exactement qu'elles sont mauvaises. En général, je remets pas en question le résultat des études, qui en général qui est un calcul qui tient la route. Hmm. Par contre, ce qui me semble problématique, c'est le poids qu'on veut leur donner. On l'a vu, par exemple, là, sur la question de l'héritage carbone, le calcul, il est juste. C'est juste que c'est un truc extrêmement théorique. Ok. C'est pas faux en soi, c'est un calcul très théorique. Il y a des gens qui peuvent dire, bah, je vais faire le calcul avec d'autres hypothèses et voilà ce que ça va donner. On n'a pas de boule de cristal sur ce que ça sera. Sur d'autres questions, pareil. Alors, on parlait de quels effets pour avoir des mesures démographiques. Il y a une étude qui est sortie qui disait que des mesures démographiques, sans préciser lesquelles, pourraient réduire la population de 16% en 2050, quelque chose comme ça. Hmm. Alors, les mesures démographiques en question, alors c'est pas écrit du coup dans le résumé, les mesures démographiques en question, c'est réduire la natalité, le taux de fécondité, de 0,5 partout dans le monde. C'est-à-dire que par exemple, la Oui. Chine qui a 1,6, elle passe à 1,1. Hmm. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce changement, mais c'est gigantesque. Ouais. Non, et même en France, t'imagines un peu quoi. Franchement. Ouais. Ah, mais même en France, tout à fait. Et donc, quand on regarde le résumé, ou quand on regarde ce qu'en disent les gens, ils vont dire c'est énorme. En fait, tu te dis que l'effet en pratique, en fonction des mesures que tu pourras prendre, il n'est pas si haut que ça. D'accord. Donc, et donc là encore, c'est une question de quelle portée tu veux donner à un résultat d'une étude. D'accord. Mais c'est très compliqué parce que il faut y passer du temps, il faut lire, il faut réfléchir à quelle est la portée, comment c'est repris.
Un des soucis de cette étude-là dont je viens de parler, c'est que c'est la seule source pour ce fameux appel des 15 000 scientifiques pour le climat, dans lequel il y a un chapitre la population. D'accord, ouais. Littéralement, quand tu tires toute la file des 5 ou 6 références, c'est ça. C'est le seul calcul qui te donne un poids à l'arrivée. Non, mais 0,5, enfin, je suis en train de penser à quelque chose. Je vois déjà que on se fait insulter de, allez, islamo-gauchistes, Khmer vert, etc. Dès qu'on suggère de devoir baisser la consommation de viande ou de baisser un tout petit peu le trafic aérien pour être dans les cordes de l'accord de Ah, Paris, est-ce que ça, c'est tu une autre question. imagines la population française? Là, aujourd'hui, tu as Macron qui prend le micro à 20h. Bon les gars, je parle pas Covid aujourd'hui, on va parler population. Donc maintenant, vous allez tous arrêter de faire des enfants parce que sinon la planète ça va sauter. Est-ce que tu imagines un peu le bordel qu'il y aurait en France là? Tout à fait. Alors, on a souvent tendance à voir la population et en particulier les calculs dessus, un peu comme dans un monde de jeux vidéo où la natalité est un curseur qu'on peut déplacer. Alors déjà, on a vu sur les questions de transition démographique qu'en fait, c'est super compliqué. C'est pas un truc qui se bouge du jour au lendemain, ou alors tu es la Chine et t'imposes direct, mais tu es déjà dans un certain contexte avec un fort autoritarisme. Il n'y a que 2 pays dans le monde qui ont fait ça, qui sont la Chine et le Vietnam. Donc, on n'est pas dans un jeu vidéo, et étant donné qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, et ben, les mesures ont un coût politique. Ok. Elles ont un coût d'opportunité. Et effectivement, alors il y a eu un troll extraordinaire, Yves Cochet, il y a quelques années, qui a dit pour le climat, il faut pas faire d'enfants, parce que bah, on est trop. Par contre, du coup, adopter des petits-enfants de pays pauvres. D'accord. Alors, tu penses bien que ça a fait les délices de valeurs actuelles. C'est ce que j'avais en tête là. J'imagine qu'ils ont dû sauter dessus et insulter Cochet comme il se doit. Mais Ouais. ouais, il y a ta tête en plein milieu. Mais d'accord, enquête sur le Ça coupe pas comme on veut. Ouais, ça ne m'étonne pas de Valeurs Actuelles, qui est, je le rappelle, une presse d'extrême bonne qualité. Ça m'étonne absolument pas. Posez vos questions dans le chat si vous avez quelques questions pour Emmanuel, parce qu'on arrive à la fin de l'interview, donc profitez-en. Moi, j'ai une question. Si jamais on a envie de creuser un peu le sujet, est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu pourras envoyer des liens ou comment on fait pour creuser le sujet là? Ouais, alors il y a 2 bouquins du coup que je recommande. Enfin, peut-être plus. Il y a le bouquin de Véron, qui est très bien sur les bases. D'accord. Il y a le bouquin de Angus et Butler qui est bien sur la partie politique. Et après, bah, il y a mon article qui, je trouve, essaye un peu de faire des deux D'accord, ok. et d'aller plus loin. Alors, mon projet dans le futur proche, ça serait d'en faire un bouquin parce qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais voilà. Tu as assez de matière. Je sais que ton article, il y a plein de gens. Alors, Timothée Paric, là, qui est l'auteur sur la décroissance, l'a cité. Il est cité à droite à gauche. Oui, il faut passer. Tu devrais faire une version anglaise. Je pense que ce serait un super truc déjà. Je ne sais pas si C'est tu en as prévu cours. ça. C'est C'est en en cours, cours. ok. C'est en cours. Il y a un brouillon qui devrait sortir dans quelques jours. Ok. Et tu as assez de matière donc pour passer de l'article à un livre. Ah, j'ai largement assez de matière pour en faire 200 ou 300 pages. Ok, bon, ça c'est bon à savoir. Je verrai si je peux un petit peu t'aider pour ça, mais c'est une bonne chose. Ouais, s'il y a un livre dessus, je serai enfin, un de tes premiers lecteurs, ça c'est sûr. Je regarde un peu les... Je vois le Japon est-il un ouais, exemple à le suivre? Japon est-il un exemple à suivre? Je ne sais pas ce qu'on appelle exemple. Le Japon est un pays où il y a une faible natalité parce que globalement, il n'y a pas d'efforts qui sont faits pour les femmes au travail, pour les allocations, etc. Du coup, c'est un pays de population décroissante et qui a beaucoup de mal à combler par l'immigration parce que je ne vais pas dire qu'ils sont racistes, mais globalement, ils aiment pas l'immigration. Tu peux ils connaissent pas en fait. Je pense, ils sont racistes parce Mais, qu'ils, mais, enfin, ils euh, connaissent pas, mais c'est pas leur truc, mais oui, l'immigration. ça pose plein de problèmes. Le fait d'avoir et ça pose des problèmes non pas parce que la population est décroissante. Une population peut être décroissante à un petit rythme. C'est pas gênant. Honnêtement, si j'étais dans un jeu vidéo, je pense qu'aujourd'hui, je dirais la population mondiale, il faut la faire décroître doucement. Mais bon, évidemment, je serais dans un jeu vidéo, je ferais plein d'autres choses avant. Notamment le développement de tous les pays pour lesquels ça explique que la population, que la natalité baisse pas. Mais quand ça diminue trop vite, bah là, forcément, il y a plein de déséquilibres.
Ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, C'est politique c'est- et c'est- géopolitique. c'est ça la question. C'est enfin, et le Japon, il est, je sais plus, c'est super bas, c'est 1,2 ou 1,3 enfants par femme. Ça baisse fortement et ça va continuer à baisser fortement. Ouais. Donc oui, vous avez des petits vieux de 85 ans qui tiennent des épiceries la nuit parce que bah. Ouais, donc plutôt que parler du levier, en fait, plutôt que de parler du levier démographique, il faudrait d'abord réduire l'empreinte carbone des gens qui polluent le plus avant de s'inquiéter Ah finalement de. bah, ah bah ça oui. Alors j'avais fait donc le calcul du levier démographique en France. Alors en France, donc il y a 1,9 enfants par femme, hein. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire, se dire, c'est interdire les enfants au-dessus de 2. Mais en fait, 1,9 enfants par femme, il n'y a pas beaucoup d'enfants au-dessus de 2. Mhm. Donc ça réduit à la louche de 5% la population en 2050. Si on coupe les allocations, c'est encore moins, parce qu'en fait, les allocations, ça touche que les personnes pauvres. Donc c'est vraiment cosmétique. Et par ailleurs, c'est une mesure anti-pauvre, hein, on va le dire. Si on fait l'enfant unique en France, on réduit de 16% la population en 2050. Donc on est très très loin. Alors je rappelle, hein, Des atteindre objectifs. la neutralité carbone, c'est diviser à la louche les émissions par 7. Donc quand on fait moins 16%, on en est loin. Enfin, on a fait un tout petit bout du chemin. Mhm. Euh, et interdire entièrement les enfants, c'était moins 30% et quelques. Bon, et évidemment, on parlait des problèmes de la situation japonaise, interdire les enfants, ou l'enfant unique hein, d'ailleurs, catastrophe hein, pour d'autres raisons. Interdire les. Enfin, ça passe. Enfin, Ah bah politiquement. non, mais même l'enfant unique, mais même rien ne passe. Enfin, en Angleterre, il y a une mesure de réduction des allocations pour justement au-dessus de 2 enfants, selon le principe extrêmement anglais que pour réduire la pauvreté des enfants, il faut empêcher les pauvres de faire des enfants. Oui, bien sûr, c'est bien sûr. C'est J'ai très eu ce anglais. débat il y a 2 semaines, c'est monté très vite. Je me suis un peu énervé, mais ouais. Et donc ça a fait un scandale. Il y a encore des débats qui tournent dessus. Enfin, voilà, donc rien que ça, qui n'est pas une mesure très forte, aujourd'hui, ça passe pas. Donc Ouais. après, on peut dire en théorie, on prend des mesures dures, etc. Le jugement d'opportunité politique n'est jamais forcément discutable, mais dans les pays riches, on ne le voit pas trop hein, aujourd'hui. Ok. Il y a une bonne question. Quel argument simple, percutant en une phrase tu donnerais à quelqu'un qui impute tous les maux du monde à la croissance démographique? Bah, ça dépend ce qu'il dit. S'il l'impute aux pays pauvres, en Afrique, tu peux lui dire que l'impact du Nigérien moyen, par exemple l'empreinte en CO2, c'est 100 fois moins que le français. Voilà. Donc forcément, si c'est plus globalement et que c'est parler des Français, euh, c'est non l'impact n'est pas nul. Tu dis que de toute façon, ce qui est important, c'est que de toute façon, les Français, qu'ils soient peu ou qu'ils soient un peu plus ou moins, ils devront atteindre la neutralité écologique. Ok. Donc, dans tous les cas, on devra le faire. Donc, qu'il y ait un enfant de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose à l'équation. Donc là, enfin, je vois dans le chat, alors je sais pas s'il y a vraiment des études, mais j'espère que non, qui parlent de la population de 1 milliard à 40 milliards. Me dis pas qu'il y a des projections qui vont jusqu'à 40 milliards. Alors, on revient à cette fameuse question de combien on est capable de mettre de gens sur Terre. Voilà, ouais. Alors, c'est pas des projections. Euh, En gros, alors, on a parlé de la question à court terme, de ce qu'on pouvait faire. Je pense que c'est bien de la distinguer. C'est-à-dire qu'à court terme, ce qu'on peut faire sur la démographie, on est limité par l'éthique. C'est-à-dire que on ne veut pas tuer des gens, on va avoir du mal à interdire les enfants. Et après, on est limité par l'arithmétique démographique qui a une inertie énorme. Donc ça, c'est les limites à court terme. À long terme, on peut vraiment, enfin c'est une vraie question, mais du coup qui est vraiment bien séparé. À long terme, combien on peut mettre d'humains sur Terre? Et ben, ça dépend en fait d'énormément de choses. Alors, il y a un excellent bouquin qui a été écrit là-dessus par un démographe américain qui s'appelle Joel Cohen, qui a repris toutes les estimations du monde qui allaient de 100 millions à des milliards de milliards. Mhm. Et il a conclu qu'aucun
aucune de ces estimations ne se pose de questions sur qu'est-ce que c'est que ce monde vraiment, quel est le système politique, quelle est la répartition des richesses, quel est le niveau technologique, comment est géré le rapport actif-inactif, quelles sont les valeurs, les normes, etc. Parce qu'en fait, à long terme, tout ça est extrêmement lié. Ok. Et donc, il en conclut que chacun y pose, sans les décrire, ses préférences politiques et que cet exercice n'a aucun intérêt. Bon. En pratique, je pense que l'exercice du long terme, il a un intérêt très théorique parce qu'aujourd'hui, il y a zéro consensus à l'échelle mondiale sur dans quel monde on veut vivre et qu'aujourd'hui, la réalité du monde, c'est juste une inégalité énorme. Et donc, faire des rêves sur dans un monde idéal, chacun consommera tant, blabla, etc., ça avance vraiment pas grand-chose par rapport à la situation actuelle. On sait que sur un certain nombre de choses, par exemple, on arrivera à nourrir les gens. 10 milliards d'habitants, ça se fait de manière soutenable. Parce que c'est ça l'objectif, etc. le fait d'être 10 milliards. Il y a une étude d'ailleurs qui a été publiée et partagée par Julia Steinberger, qui est lead author du groupe 3 du GIEC et que j'adore, parce que c'est un peu une des seules autrices et scientifiques que pouvait parler, qui arrive à parler de whisky, de sexe et d'anticapitalisme sur Twitter, et qui à côté est vraiment une femme absolument brillante, qui j'espère viendra cette année d'ailleurs en interview ici. Et oui, donc cette étude, en fait, ils cherchent, c'est de la prospection toujours, mais ils cherchent à comment on fait. Imaginons qu'on soit 10 milliards sur Terre. Donc l'objectif, c'est de nourrir tout le monde. Et à partir du moment où tu peux à peu près nourrir tout le monde, tu as déjà répondu à la question, entre parenthèses. Hein, si après on doit prendre tous Sur les nourrir les ODD. gens, il y a eu plein d'études. Il y a le World Resource Institute, il y a le Lancet, il y a le CIRAD en France qui a fait une étude. On sait, on a les grandes lignes. Alors, on mangera moins de viande, on gaspillera moins de nourriture, mais personne ne crèvera de faim. Ouais. Il y a d'ailleurs un truc intéressant là-dessus, c'est quand on regarde, on a souvent l'idée que la population a été régulée par les famines. Quand on regarde l'histoire des famines, on se rend compte qu'en fait, c'est des phénomènes majoritairement politiques. C'est-à-dire que l'humanité, traditionnellement, est au courant qu'il y a des incertitudes climatiques et autres, fait des réserves, et que par contre, les gens crèvent de faim parce que ces réserves sont mal réparties, parce que elles ont été taxées par les dirigeants, parce qu'il y a des guerres, parce que des gens ne peuvent pas travailler et donc ne peuvent pas se payer la nourriture qui existe, etc. Ce n'est pas le cas de 100%, hein, mais la majorité des famines sont en fait des phénomènes politiques. Je viens de repenser à une question, là je fais le parallèle comme tu en parles de guerre. Est-ce que les guerres avant régulaient un peu la démographie? Et est-ce qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a entre parenthèses plus de grandes guerres, hein, il y a toujours des guerres dans le monde, mais bon, elles sont un peu plus locales, quoi. Est-ce que... Pas directement, c'est-à-dire que les morts des guerres sont faibles. Par contre, les guerres détruisent le système économique, l'alimentation, etc. Et c'est ça qui tue les gens. D'accord, ok. Et donc oui, c'était un des facteurs de, entre guillemets, régulation de la population, Ouais, c'est sûr que avec plein d'autres, hein, avec les maladies. Quand tu te fais tirer dessus, tu as peut-être tendance à moins penser à faire des enfants. Et encore, je sais pas, hein, c'est juste une remarque. Et bah, comme je t'ai dit, quand tu regardes les courbes de taux de natalité, pas tant que ça. Bah, il y a eu des cas, hein, tu regardes la guerre de 14-18, par exemple, tu as beaucoup moins d'enfants, mais forcément, la moitié de la population masculine était au front, donc Oui. ça limite. Pour faire des enfants, c'est moins pratique la distance, il paraît, mais ok. Ouais. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est que est-ce qu'il faut dans tous les cas aider les pays pauvres à faire leur transition démographique? Je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Comment c'est négligeable pour le climat, donc il ne faut pas compter là-dessus pour nous sauver de nos merdes. Mais comment on aide Développement. comment on les aide en évitant Développement. le white savior Bah, feeling développement, un peu aider au planning familial. C'est vrai que c'est un des low hanging fruit du sujet, c'est qu'il y a encore un peu de besoin de contraception non répondue. Donc, rien qu'en faisant ça, c'est non négligeable. Et après, tout le reste, c'est du développement. Donc, c'est aider les pays à se développer et autres. Et c'est une des grandes raisons, d'ailleurs, le fait que l'Afrique mette autant de temps à faire sa transition démographique, c'est qu'en fait, l'Afrique ne se développe pas assez vite. C'est Là, ça il le problème y a de des fond. pays qui n'ont pas accès à la contraception, où il y a un poids religieux qui bloque aussi l'accès à la contraception. Il y a un peu. Je ne suis pas sûr que ce soit majoritaire. Ok, enfin, il faudrait que je creuse ça. Mm. Est-ce que c'est utopique de les aider? Est-ce que c'est utopique de les aider? Pourquoi ce serait utopique?
Non, enfin, c'est utopique, c'est absolument pas utopique d'aider les Non, autres. enfin, je sais pas, ça existe. Hein. C'est pas simple hein, d'aider les pays à se développer. Hein. C'est un truc compliqué. Mais néanmoins, ça existe. Ok. Est-ce qu'on a oublié un sujet ou quelque chose? Je crois qu'on a répondu à peu près à la plupart des questions qui avaient été posées. Est-ce qu'il y a un sujet vraiment qu'on a éludé là? Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns. De ton article? Il y a Ouais, un ou deux gros points? ou des choses que j'ai pu noter à côté. Je te dis ça. Ouais, développement, planning familial, éducation. Bien sûr, on en a parlé là, il y a au milieu de l'interview, mais ouais, Il c'est y a, c'est plus facile il y à a un dire qu'à sujet qui est faire. intéressant, c'est l'aspiration bomb. C'est alors, il y a Ehrlich avait donc c'est un démographe et écologiste qui a écrit encore, avait écrit en 70 à peu près. Il est pas mort, Ehrlich? Je crois pas. Ok, Je parce crois qu'il pas. a Il a écrit, il a sorti. écrit il y a 50 ans, non? Son Population Ouais, mais Bomb. il a sorti un article récemment qui était toujours aussi mauvais sur le sujet. Mais bon, whatever. Ok, ouais. Il a écrit La Population Bomb, qui était le gros bouquin qui a fait du bruit sur le sujet. En disant ça va être la catastrophe, blablabla, parce qu'il y a trop de monde. Attends, je suis sûr que j'ai une image. Hop, voilà. Ouais, mais je Bon. l'ai ce livre, je l'ai lu il y Ah a bah 10 voilà. ans et ok. Ouais. Donc en disant la bombe population va exploser, que ça va être la catastrophe. Alors l'histoire ne lui a pas donné raison. Et donc il y a une variante de sa thèse qui est l'aspiration bomb, qui est le fait que les pays pauvres veuillent nous rattraper. Parce qu'on a dit effectivement, aujourd'hui les émissions sont négligeables dans les pays à forte natalité, Mhm. mais elles augmentent. Euh, le truc, c'est qu'en fait, quand on regarde toutes les projections qu'il peut y avoir sur le développement de l'Afrique, c'est beaucoup trop lent pour nous rattraper. En tout cas, c'est beaucoup trop lent pour nous rattraper en 2050. Donc, l'aspiration bomb aujourd'hui émerge juste pas assez pour avoir un effet fort. Ça peut aller dans d'autres pays un peu plus, hein, comme en Inde, etc., D'accord. où il y a un vrai développement. Mais l'Inde commence à avoir des problèmes. Enfin, l'Inde urbaine a les mêmes problèmes que nous, en fait, qui sont comment décarboner une économie relativement développée. Ouais, ils se sont engagés hein, au terme des L'Inde. promesses là, avec le pledge. Ouais, c'est net zéro en 2050 l'Inde. C'est sûr, j'ai regardé le truc hier. Ah Donc, ouais, bah, ouais. écoute, tant mieux. Il n'y a plus qu'à le faire. Il y a plus qu'à. Ouais. C'est comme les Chinois qui vont être net zéro ils vont atteindre la neutralité carbone en 2060 en utilisant du charbon jusqu'en 2049. Bon, c'est des gros comiques. C'est comme les Américains qui vont être neutres en carbone, enfin tout ça quoi. Ouais. En 2050, bon, ça va bien se passer. Bref, Ouais, alors on a un autre sujet. On a beaucoup parlé de climat. Il n'y a pas que le climat dans la vie. c'est vrai. Il y a d'autres questions écologiques. J'ai beaucoup parlé de climat parce que il est plus facile à compter, il est plus international, c'est plus transverse comme sujet. Mais je me suis posé la question sur d'autres choses, notamment la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer, c'est plein d'indicateurs différents de Mhm. plein de manières, etc. Le gros problème de la biodiversité, c'est l'occupation des sols par l'agriculture. C'est ça le gros truc. Le second, c'est le réchauffement climatique. L'occupation des sols par l'agriculture, c'est 75% la viande. Si demain l'humanité devient végétarienne, tout d'un coup, on libère l'occupation de 75% des sols Ouais. occupés par l'humanité. Et donc, tu vois la différence entre une mesure qui est certes qui demande un peu d'effort, parce que tout le monde ne veut pas devenir végétarien du jour au lendemain, et Mhm. on ne veut même pas forcément d'ailleurs devenir 100% végétarien, etc. Mais disons, fortement réduire la quantité de viande par rapport à diviser par 4 la population humaine. Ouais, bien sûr. Bon, ça, ce Donc, serait. et Alors, ça, c'est le cas pour d'autres mhm. choses. C'est pas le cas pour... Alors, tous les sujets qui sont liés à l'agriculture, notamment l'eau, la dégradation des sols, les cycles de nutriments, etc., même chose. Ok, ouais. Donc, on a des solutions. Il y a un certain attrait de la démographie, enfin du levier démographique, en se disant c'est transverse. C'est-à-dire que si je réduis par deux, je divise par deux la population, je divise par deux toutes les sources de pollution qui sont derrière. Alors, c'est très discutable pour plein de raisons, on peut en discuter après hein, d'ailleurs. Mais en fait, tu peux avoir des mesures qui ne sont pas forcément très complexes. Je pense qu'un des plus difficiles, en fait, c'est le climat. C'est un des trucs les plus transverses. Ok, ouais. Beaucoup d'autres, c'est des problèmes entre guillemets plus simples parce que, par exemple, c'est des problèmes agricoles.
Enfin, plus simple entre parenthèses, mais je suis en train de repenser, Voilà, ça. pendant que tu fais des remarques là sur l'acceptation, quand le maire de Lyon a suggéré qu'il fallait baisser ou en tout cas Ah passer à bah deux oui. repas végétariens, il a pris mais des insultes à gogo. Et le pire, que entre ce qui lui a proposé et comment ça a été relayé dans la presse, y compris par mon ministre, j'ai vu Djebari monter au Ouais. créneau, j'ai vu d'autres ministres raconter absolument n'importe quoi, et pour une fois, Pompili est allé à l'encontre de Djebari. Donc c'est dire si à tel point ils sont pas d'accord dans ce gouvernement. Il nous a encore fait le coup avec le Brésil aujourd'hui. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, ils sont. Enfin, Ouais. j'imagine pas si jamais on commençait à parler de natalité. Ce Ah serait. bah c'est. Ouais. Ouais, donc en fait, il vaut mieux jouer un peu sur d'autres leviers et bien faire comprendre que parler de la natalité n'est pas forcément. Bah C'est un sujet, on peut on en peut, hein. parler, c'est pas forcément un problème, ok. D'en parler, Ah, pardon, mais. après, tu as toujours les gens qui disent oui, il suffit que les gens changent d'avis. Alors, s'il suffit que les gens fassent moins d'enfants, on peut aussi dire il suffit que les gens arrêtent de prendre l'avion, votent pour les bonnes personnes, etc., hein. Mhm. Euh, c'est le même type de raisonnement qui est très individuel et qui, du coup, bah, a un certain nombre de limites. Il y a, il y a une question là sur World 3, comme je sais Ouais, que tu as travaillé dessus. oui, Il y a une boucle avec la population dedans. tout à fait. Alors, le modèle World 3 sur la population, alors déjà, c'est du Kaya, hein, en gros. Il considère que tout est proportionnel. Et pourquoi la population diminue dans World 3? Parce qu'il considère qu'il va falloir faire le même effort pour nourrir les gens. World 3, c'est un modèle qui est intéressant, mais qui fonctionne toutes choses par ailleurs pour plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple, les gens, ils pensent que les gens vont mourir parce que la production agricole va diminuer. Bon, en pratique, euh, ah, on peut avoir tendance à voir l'humanité comme un troupeau de chèvres ou quelque chose comme ça qui ont une capacité de charge de l'écosystème. C'est très différent. On sait ce qui se passe, on a une alimentation variée, on peut choisir. Mhm. Donc, et on peut choisir, et les impacts sont pas en moyenne. C'est-à-dire que World raisonne sur des humains moyens. En pratique, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand il y a une sécheresse? Eh ben, il y a quelques personnes qui crèvent de faim en Afrique. On n'en entend pas vraiment parler. Et le consommateur français moyen, il voit que le prix du pain a augmenté de 0,1 centime. Ouais, bien sûr. Bon, c'est comme d'hab, mais. Enfin, voilà, les systèmes sont très différents. Donc, moi, je suis extrêmement. Enfin, je trouve World 3 intéressant comme exercice pour montrer à quel point les choses peuvent coincer en fonction de certaines hypothèses. C'est absolument pas une prévision, là encore, ou une note de certitude. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit Denis Meadows, hein. Ouais. Denis Meadows, il dit je ne pense pas que le monde va s'effondrer parce qu'il y aura des règles physiques qui le forcent. Je pense qu'il va s'effondrer parce que l'humanité va prendre des décisions égoïstes et à court terme et ne sera pas capable de sortir du problème, c'est-à-dire des raisons politiques. Oui, la raison politique. Et malheureusement, on en prend un peu la direction, hein, sauf si on écoute Laurent Alexandre et certains écomodernistes très Ah, je sais optimistes, pas. mais on verra. Ouais. En tout cas, bon, on a vraiment un peu là fait le tour de la question. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu as un message en conclusion à faire passer, en particulier à nos amis sur LinkedIn qui sont très excités sur la démographie? Bah, j'aimerais bien qu'ils chiffrent des mesures, qu'ils proposent des choses concrètes, parce qu'en fait, c'est ça la question, hein. On peut disserter pendant des heures sur la responsabilité de la démographie, responsabilité avec beaucoup de guillemets, hein, en faisant des calculs, en choisissant la bonne période, le bon périmètre, etc. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à quel objectif, avec du coup quelle acceptabilité, quel calendrier, etc. Donc, voilà, hein. C'est ça qui est. Moi, enfin, un des trucs qui m'embête avec les partisans de la démographie, c'est qu'ils font partisans. C'est Ouais, ils sont ça. partisans et ça Les chiffre pas beaucoup, quoi. Ça râle, mais les ça propose pas antinatalistes, beaucoup, ouais. c'est que, en gros, ils font des calculs extrêmement simples pour dire c'est le grand problème. Ils s'arrêtent là et ils disent bah maintenant il faut résoudre le grand problème. Mais à côté de ça, tu prends certaines associations, c'est quoi leur proposition? C'est de réduire les allocations au-dessus de 2 enfants, ça va rien faire, et c'est d'aller dire aux Africains de faire moins d'enfants.
Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas. Par contre, aider des pays pauvres à se développer, c'est très bien, mais il n'y a pas besoin De leur dire, oui, il encore une n'y a, fois, de y quel a pas droit nous besoin on irait dire aux il y a autres, pas faites besoin moins d'enfants, quoi. d'invoquer la natalité dans la question. Ça fait partie de leur chemin de développement, et si on veut les aider à faire leur chemin de développement, leur faire faire leur transition démographique, c'est très bien. Ouais. Et, J'ai une dernière question un peu troll. Est-ce que tu as vu le film Idiocratie? oui. Parce que je rappelle en intro les 2 premières minutes du film où c'est les gens de mémoire qui sont riches, qui ont les moyens et qui sont un peu intelligents, bah, qui se disent donc qu'il faut faire moins d'enfants, et les supposés un peu gros débilos, eux, bah, font plein d'enfants, et on voit dans le futur, je crois que c'est 500 ans plus tard si je dis pas de bêtises, bah, il y a une population moyenne qui est absolument stupide. Voilà. Mais ce film est assez intéressant. C'est pas un grand film, mais quand je me balade sur les réseaux sociaux, j'y pense tous les jours. Donc, si vous avez un parallèle, un petit film à voir ce soir, si vous voulez pas vous coucher trop tard, regardez Idiocratie, c'est pas si mal. Ouais. J'ai une question en plus qu'on nous avait souvent posée, c'est à quel point les enfants peuvent être une motivation pour un monde plus écologique. Mhm. Parce qu'en fait, beaucoup de gens le disent. Ils disent, moi, ça me motive de leur laisser un monde qui soit pas trop dégueulasse. C'est un truc qui est très compliqué, qu'on a du mal à mesurer dans la recherche, parce que les études sont toutes à court terme. Donc, il y a tout un domaine qui s'appelle la legacy motivation, de voir à quel point le fait d'imaginer des enfants motive à être meilleur de manière globale, hein, pas que pour l'écologie. Et en fait, aujourd'hui, on ne trouve pas grand-chose, ce qui est étonnant. Alors, il y a une raison à court terme qui est que, en général, quand les gens ont des enfants, ils sont débordés par des contraintes techniques assez évidentes pendant les premières années. Mais on n'a jamais eu d'études à assez long terme qui voyaient à quel point ça fait changer. En tout cas, les gens qui ont des enfants sont en moyenne pas forcément plus écolos que les autres. Mais là encore, c'est une moyenne. C'est une moyenne C'est une intéressante. moyenne, mais c'est une moyenne avec tous les problèmes que ça, hein. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui ont des enfants sont plus âgés en moyenne que ceux qui n'en ont pas. T'as plein de. D'accord, intéressant. Enfin, je pense, j'ai posé cette question-là à une personne de la Convention citoyenne du climat. Ouais. Où je lui disais que j'avais remarqué, et c'est peut-être qu'un sentiment, et c'est que les personnes autour de moi, hein, ça n'a rien de scientifique ce que je vais dire, que les gens qui avaient plus de 60 ans ou plus de 65 ans qui n'avaient pas d'enfants en avaient rien à faire et Ouais, étaient possible. évidemment égoïstes puisqu'ils ont rien, la legacy, ils ont rien à léguer. Ouais. Eux, ils ont 15 ans de vie en gros devant eux et ils n'ont pas envie de se serrer la ceinture et d'arrêter de prendre l'avion pour aller à Miami et profiter. Bah, en fait, ils s'en foutent, quoi. Mais je sais pas ce que ça vaut. J'aimerais voir des études un peu scientifiques. Bah, il n'y a pas encore. Ok. Ok. Bon, merci beaucoup Emmanuel. Ouais, comme d'habitude, hein, je mettrai le résumé là sur YouTube Mm. et en podcast. Et il faudra que tu m'envoies en lien ton article si vous voulez vraiment creuser le sujet. Il y a, allez, c'est 40 minutes de lecture de mémoire, mais c'est de très très bonnes minutes de lecture avec Je l'article vais le d'Emmanuel. mettre sur le chat. Ok. Bon, merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Eh ben, merci à toi. Ciao. Tout.